Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième module Afranum. Je m'appelle Gilles Mandler, je suis infectiologue au CHU de Berne en Suisse. Je suis également secrétaire général de l'Afravi. Afranum, un concept nouveau de l'Afravi qui constitue donc une série de modules de formation numérique avec la participation d'experts francophones, des modules ouverts à tous et gratuits, interactifs. Le programme d'Afranum a débuté le mois passé avec une première session sur le Covid et se poursuit aujourd'hui avec une deuxième session sur la même thématique, celle du Covid. Le prochain module traitera au mois de juin des IST. Le programme complet, vous pouvez le trouver sur le site web de l'Afravi et notamment d'autres informations concernant les inscriptions à ces modules numériques. Quelques détails techniques, chacun des modules est modéré par 2 personnes membres du comité de pilotage Afranum. Des présentations, en général 2 à 3 présentations de 20 à 30 minutes, qui sont ensuite suivies de sessions questions-réponses. Vous, les participants, vous ne pourrez pas intervenir directement oralement, mais vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Q&R, donc l'onglet Q&R au bas de votre écran, pas l'onglet chat, mais l'onglet Q&R. Et ensuite, après les présentations, les modérateurs et les orateurs répondront à certaines de ces questions. Vous avez également la possibilité de participer avant chacune des interventions à un sondage, donc 3 questions par thématique auxquelles vous pouvez répondre en direct dans un onglet et les réponses à ces questions seront ensuite données pendant les présentations. Donc, au nom de l'Afravi, je vous remercie pour votre confiance et votre participation à ce deuxième module Afranum et vous encourage également à remplir notre questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'améliorer ces différents modules Afranum. Donc, sans plus tarder, je vous invite à plonger avec nous dans la session de ce jour qui sera donc consacrée à l'implémentation de la recherche en période pandémique et à la riposte à la pandémie Covid-19 au nord et au sud. Je donne donc la parole à notre première modératrice, professeure Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Karine. Tous. Alors, je suis ravie de co-modérer cette session avec Gilles Mandler, donc Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et je suis également professeure de médecine à Sorbonne Université. Alors, on va peut-être passer la main. Alors, je pense que… Est-ce qu'on lance le premier sondage maintenant ? Bien, donc, vous avez ici donc, le premier sondage sur les critères indispensables selon l'OMS pour sélectionner des candidats thérapeutiques pour une maladie émergente. Donc, des données précliniques d'efficacité sur des modèles animaux, des conditions simples de stockage, des données de sécurité dans des modèles animaux ou humains, une production possible en grande quantité en cas de preuve d'efficacité et des données cliniques d'efficacité chez les patients. Alors, pour quels critères, quels sont à votre avis les critères indispensables selon l'OMS pour des candidats thérapeutiques, c'est-à-dire des molécules dans le cas d'une maladie émergente? Donc, je pense que vous pouvez voter maintenant. Alors, je vais donner la réponse, je vais donner la parole à Nathan Pfeffers-Madja, qui est infectiologue à l'hôpital Bichat et qui va justement nous parler de la recherche en période de crise sanitaire due à des maladies émergentes. On peut peut-être encore laisser un peu de temps parce que j'ai cru comprendre que tout le monde n'avait pas pu répondre au sondage. Vous avez 3 questions en fait, enfin 3, excusez-moi, oui, 3 questions avec chacune 5 items. Donc on vous laisse le temps de voter pour cette… Merci. Je vais juste poursuivre pour la lecture peut-être de la deuxième et de la troisième question. Donc la première, merci beaucoup professeur Lacombe, donc, a été lue. La deuxième, c'est quelles ont été les barrières à la mise en œuvre d'essais cliniques thérapeutiques pendant la pandémie Covid-19. Donc comme barrières vous sont proposées donc, méconnaissance initiale de la physiopathologie de la maladie, promotion au grand public de traitements sans données fiables d'efficacité, méfiance de la société vis-à-vis de la recherche clinique,
absence de candidats thérapeutiques à évaluer et manque de personnel médical et scientifique disponible et formé. Donc ça, je vous laisse un peu réfléchir et puis je laisserai du temps après la lecture des 3 questions. Donc la troisième question concerne les propositions qui sont de trouver les propositions exactes concernant la recherche clinique. Donc, c'est également une question assez générale. Donc, est-ce que plus de 50% des essais cliniques thérapeutiques pendant la COVID-19 ont évalué la même molécule? Est-ce que ce qu'on appelle les préprints ont permis un accès rapide? Donc, les préprints, c'est les articles qui sont mis sur des bases de données comme medRxiv ou bioRxiv, par exemple, donc sur des bases de données ouvertes et accessibles qui ne sont pas revues par les pairs. Est-ce que ces préprints ont permis un accès rapide à une information qui est validée et fiable? Est-ce que la coordination internationale a été importante pour partager de manière efficace l'évaluation des candidats thérapeutiques? Est-ce que les essais cliniques thérapeutiques qui ont eu le plus de succès étaient des essais internationaux? Et est-ce que les recherches financées par l'industrie pharmaceutique ont permis facilement de comparer des candidats thérapeutiques les uns aux autres? Donc voilà les propositions qu'on vous proposait dans ce sondage. OK, alors, donc voilà pour les réponses du sondage. Alors là, ça apparaît tout à fait. Donc, je pense que vous les voyez comme moi, hein, les réponses. Quels sont les critères indispensables? Eh bien, vous répondez en majorité données précliniques d'efficacité, tout à fait sur des modèles animaux, des données de sécurité hein, qui sont indispensables. La production possible en grande quantité en cas de preuve d'efficacité, c'est un critère qui est jugé indispensable par l'OMS, on en reparlera. Et alors, les conditions simples de stockage, c'est un bonus, on va dire, mais ce n'est pas tout à fait une condition indispensable, et donc vous ne l'avez d'ailleurs pas sélectionné. Et les données d'efficacité chez les patients, eh bien, en fait, c'est l'intérêt des essais cliniques de procurer ces données d'efficacité. Et donc, avant de lancer les données d'efficacité, ce n'est pas indispensable, avant de lancer les essais cliniques chez les patients, ce n'est pas indispensable d'avoir déjà des données d'efficacité. Donc, selon les critères de priorisation de l'OMS, mais on en reparlera. Les barrières à la mise en œuvre d'essais cliniques, je pense que là, vous avez tout à fait répondu donc, sur la méconnaissance de la physiopathologie du virus, hein, qui a rendu difficile hein, la mise en place de recherche clinique. La promotion de traitements sans données fiables d'efficacité, on en reparlera, et vous êtes une majorité à dire que ça a été une barrière, et ça, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir constaté, hein, puisqu'à partir du moment où le grand public pense qu'un traitement est efficace, eh bien, les gens sont assez naturellement moins enclins à participer à des essais thérapeutiques. Il y avait, je pense, une méfiance de la société, et ça concerne de nombreuses sociétés, je pense, vis-à-vis de la recherche clinique en général, et on en reparlera un peu. L'absence de candidats thérapeutiques, je ne l'ai pas considéré comme une barrière, hein, puisqu'on avait quand même des candidats notamment repositionnés dès le début hein, de cette pandémie et de cette maladie. Et bien sûr, à mon avis, là, je considère que c'est plutôt une barrière, le manque de personnel médical et scientifique disponible et formé, hein, puisqu'on le reverra, mais je crois qu'on est beaucoup dans cette pandémie à avoir eu l'impression de devoir d'être un peu écartelé entre différentes activités, à la fois le soin, la recherche, la mise en place d'essais et les patients qui arrivaient. Donc, je pense que les personnels étaient extrêmement sollicités et que parfois la recherche clinique, c'est une des difficultés du contexte pandémique, est difficile à mettre en œuvre en pleine crise sanitaire. Les propositions exactes concernant la recherche clinique, donc on en reparlera évidemment, hein, mais donc effectivement, même si ça paraît un peu surprenant, plus de 50% des essais cliniques thérapeutiques ont évalué la même molécule hein, pendant cette crise, et ça, je pense que c'est un échec global, hein, et plus de 50% de ces essais ont évalué l'hydroxychloroquine. Les préprints n'ont pas permis toujours un accès fiable à une information validée. Ça a permis de diffuser des informations de qualité inégale, et c'est un peu la limite de ces préprints puisqu'ils ne sont pas relus par les pairs et pas validés. Et la coordination internationale, il me semble, et ça bien sûr ouvert à discussion, hein, mais n'a pas joué son plein jeu pour se séparer les candidats thérapeutiques. Et on a l'impression un peu lors de cette crise de Covid-19 qu'il y a eu un aspect où chaque pays évaluait des candidats thérapeutiques de façon quasi indépendante hein, les uns des autres. Et donc, à part quelques exemples dont on reparlera, je pense qu'il y a peut-être un travail à mener pour coordonner de façon plus efficace les essais cliniques dans le bénéfice global de l'humanité, quoi.
Donc, les essais thérapeutiques qui ont le plus de succès, finalement, ce n'étaient pas des essais internationaux, même si on a un excellent exemple d'essai international couronné de succès, à savoir Solidarity. Mais la majorité des essais cliniques qui ont été publiés et qui ont permis d'avoir des réponses thérapeutiques, c'est bien sûr les essais nationaux. Les recherches financées par l'industrie ont permis de comparer les candidats thérapeutiques. Ce n'est pas le cas puisque, en général, ils évaluent un candidat thérapeutique et ils ne les comparent pas les uns aux autres. Voilà, donc merci pour ce sondage là qui était un ajout, si j'ai bien compris, de ces modules Afranum. Et je vais vous partager mon écran pour la présentation. Alors. Et tu as une grosse quinzaine de minutes, voilà. 17 minutes exactement pour ta présentation, pour qu'on garde un peu de temps pour les questions-réponses. Merci Nathan. Je rentrerai dans les temps, merci. Et donc, vous voyez bien ma présentation? Oui, parfait. Oui, c'est parfait. Donc, à toi. Merci. Donc, voilà, donc le thème que j'ai choisi, c'était implémenter des projets de recherche clinique et qui m'a été proposé d'ailleurs par Afranum, que je remercie. C'était implémenter des projets de recherche clinique en période pandémique. Alors, effectivement, en une quinzaine de minutes, on ne va pas avoir le temps de traiter tous les enjeux de cette question qui est immense. Donc, j'ai choisi de me concentrer sur certains points et ça sera un aperçu plutôt qu'une vision très détaillée. Donc, j'ai choisi de présenter quelques défis de la recherche clinique en temps de pandémie, quelques exemples de recherche clinique pendant Covid-19, et puis d'essayer de discuter avec vous, et on pourra en parler lors des questions, de quelles leçons, quelles solutions on peut envisager pour cette recherche clinique et pour faire mieux en fait à la prochaine pandémie. Donc, quelques défis, à mon sens, et c'est bien sûr, il y a une part de subjectivité, donc on peut en parler. Un des défis qui me semble intéressant, c'est autour de la coordination. En fait, on avait fait avec des collègues une plateforme un peu de suivi des essais cliniques Covid en temps réel, et assez vite, en fait, on était assez content parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'essais cliniques en France, et il y avait beaucoup d'essais cliniques dans les pays, et en fait, on s'est rendu compte finalement que ça, c'était plus... c'était pas forcément quelque chose de positif en fait, parce que ce qui s'est passé dans les pays où il y avait énormément d'essais cliniques, c'est qu'en fait ils étaient compétitifs les uns envers les autres, puisque quand on a 300 essais cliniques thérapeutiques pour une maladie, les patients sont inclus dans un grand nombre d'essais différents, et chaque essai a du mal à obtenir son nombre d'inclusions nécessaire pour avoir une puissance suffisante. Et en fait, c'est exactement aussi ce qui s'est passé en Chine, où il y a eu énormément d'essais et très peu d'essais qui ont pu aboutir parce qu'ils ont été concurrents, on va dire. Et ça, c'est un problème qu'a eu notamment la France, mais dans de nombreux pays, il y a eu finalement trop d'essais cliniques. Et donc, c'était probablement un critère de mauvaise coordination plutôt qu'un critère d'activité scientifique. Et en fait, dans le même sens de la coordination, on avait regardé un peu quels essais cliniques évaluaient quoi assez tôt dans la pandémie, puisqu'en avril 2020, ce qui était très tôt, puisqu'on commençait seulement à voir, on avait déjà eu une épidémie forte en France, mais ça commençait vraiment à se disséminer dans le monde. Eh bien, on avait observé que la majorité des molécules évaluées dans les essais cliniques, plus de 50%, c'était l'hydroxychloroquine et la chloroquine, qui étaient évaluées par un très grand nombre d'essais cliniques, alors que les autres candidats thérapeutiques l'étaient beaucoup moins. Et quand on reprend cette figure qu'on avait publiée, c'est assez étonnant parce que, vous voyez, le chiffre, c'est le nombre de patients qu'on prévoyait d'inclure dans des essais cliniques pour chaque molécule, et il y avait extrêmement peu d'essais cliniques et de patients prévus pour être inclus avec la méthylprédnisolone, 740, contre plus de 10 000 pour l'hydroxychloroquine, alors que finalement, ce qui a montré un énorme bénéfice, c'était ce traitement par corticoïdes. Et donc, il y a eu cet aspect, tous les œufs sont mis dans le même panier autour de l'hydroxychloroquine, et de la chloroquine notamment, mais aussi, par exemple, du lopinavir, ritonavir dans une moindre mesure. Quand on a regardé de façon un peu, donc ces données de façon un peu suivie un peu plus tard en juin, c'était encore plus flagrant et ça s'est accentué avec les mois. Il y avait plus de patients qui devaient être inclus dans des essais sur l'hydroxychloroquine que pour l'ensemble des autres molécules cumulées. C'est-à-dire, si on regarde la figure en bas à gauche, il y avait 234 000 patients qui devaient être inclus dans des essais évaluant l'hydroxychloroquine, et si on additionne tous les autres antiviraux, il y avait moins que ça. Il y avait moins de 200 000 patients qui devaient être inclus. Donc ça, il y avait une répartition tout à fait inégale des essais cliniques pour l'évaluation de différentes molécules. J'ai mis dans les défis, à mon avis, qui est un défi qu'on a discuté un peu dans le quiz, un manque de personnel, avec du personnel qui était écartelé entre les différentes tâches à conduire lors de cette pandémie.
Et j'en ai parlé aussi un peu dans les quiz, mais il y a eu un gros problème, en tout cas que nous, on a beaucoup constaté sur le terrain de la recherche clinique, c'était les rumeurs et la désinformation, avec énormément de gens qui disaient soit finalement on sait que l'hydroxychloroquine marche, donc pourquoi vous voulez tester d'autres molécules, ou pourquoi vous voulez randomiser entre hydroxychloroquine ou pas d'hydroxychloroquine, et d'autres gens qui disaient de toute façon moi je ne veux pas participer à des essais cliniques parce que je considère que c'est me prendre pour un cobaye. C'est pour ça que vous avez une photo de cobaye. Et donc ça a été vraiment un défi parce que ça a limité l'inclusion dans les essais thérapeutiques. Et qui dit limiter l'inclusion, dit limiter l'accès à des informations fiables pour les thérapies anti-Covid. Si on regarde dans la même veine quelques exemples de recherche clinique, et sans m'attarder là-dessus, l'exemple de l'hydroxychloroquine est assez marquant, puisqu'on l'a tous finalement suivi. Eh bien, sur la base de données in vitro en février, qui présentaient un certain intérêt, qui montraient une efficacité in vitro de l'hydroxychloroquine, tout comme d'autres molécules, eh bien, il y a eu un certain nombre d'essais. Et en fait, en regardant a posteriori ce qu'on savait de l'hydroxychloroquine avant Covid-19, et je pense que c'est un élément vraiment important dans cette discussion, c'est qu'il avait souvent montré un effet in vitro, comme on l'a vu pour SARS-CoV-2, mais il n'avait jamais montré d'efficacité clinique dans les maladies virales, notamment les maladies virales aiguës. Et en fait, il y a eu cet essai clinique que vous connaissez, non randomisé, qui a été beaucoup discuté, où sur un très faible nombre de patients, donc une trentaine, 20 patients traités dans une ville avec de l'hydroxychloroquine et 16 patients traités dans une autre ville sans hydroxychloroquine, avec dans le groupe traité par hydroxychloroquine un certain nombre de patients non analysés parce qu'ils s'étaient aggravés, parce qu'ils étaient décédés ou ils étaient allés en réanimation. Eh bien, il y a eu un partage assez large sur ce faible nombre de patients d'une efficacité supposée de l'hydroxychloroquine et notamment de la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine qui a fait dire aux auteurs qu'on avait un traitement efficace. Et en fait, après, on a eu d'autres données qui n'ont jamais réussi à dépasser en fait, le message initial d'efficacité qui a été, comme vous savez, extrêmement partagé. Et d'autres données qui ont notamment montré que les données in vitro, elles avaient été tenues sur des cellules de reins de singe, mais que quand on testait l'hydroxychloroquine sur des cellules humaines d'épithélium respiratoire, eh bien, on ne trouvait pas d'effet in vitro. Donc ça a été un premier élément extrêmement important, publié dans Nature. Et puis, autre élément extrêmement important, l'été 2020, publié dans Nature également, eh bien, quand on testait l'hydroxychloroquine avec ou sans azithromycine chez des macaques infectés par le SARS-CoV-2, il n'y avait pas l'ombre d'une efficacité clinique. Et donc, on a eu des données qui sont arrivées progressivement, qui avaient laissé entendre que c'était un candidat prometteur, et puis assez vite, des données précliniques puis cliniques qui ont montré que ce n'était pas un candidat efficace, en tout cas en pratique clinique humaine. Et il y a eu beaucoup de discussions et d'articles sur lesquels je ne reviendrai pas, qui ont essayé d'expliquer cet emballement, et y compris de la recherche clinique sur l'hydroxychloroquine. Et je pense que c'est une grande leçon de cette pandémie, c'est que dans un contexte pandémique, les choses peuvent s'emballer et tout le monde peut se retrouver à évaluer le même médicament partout dans le monde, avoir son propre essai, sans que ça soit bénéfique à l'échelle globale pour la recherche clinique et pour la recherche de thérapie contre Covid. Alors ça, c'est un exemple plutôt, je dirais, négatif de ce qui s'est passé, puisque, à mon avis, et de l'avis de beaucoup de chercheurs, il me semble, ça a fait perdre beaucoup de temps, finalement, la recherche clinique sur la Covid-19, mais il y a également des exemples à suivre. Et quand on pense exemples à suivre pour la recherche clinique Covid, et à mon avis, d'où on a encore beaucoup de leçons à tirer, eh bien, c'est évidemment l'essai anglais, multibras, adaptatif, qui s'appelle l'essai Recovery, et puis l'essai, dont on reparlera également un peu, l'essai Solidarity, qui est l'essai conduit par l'OMS dans plus de 400 hôpitaux dans 30 pays. Et donc, il y a un très bel éditorial dans Nature Medicine qui discute des essais cliniques sur Covid et qui dit, parmi le chaos de la recherche clinique qui a totalement manqué de coordination, il y a eu quelques exemples notables et qui ont permis de changer, de révolutionner, on va dire, la prise en charge Covid. C'est Recovery, Solidarity. Et en fait, à ce jour, là, j'ai pris hier les données sur Recovery, c'est 39 000 participants randomisés dans différents bras thérapeutiques, 177 hôpitaux au Royaume-Uni, et Solidarity qui a publié ces données dans le New England, c'est 400 hôpitaux, 30 pays, et 11 000 adultes randomisés dans différents bras thérapeutiques. Donc je pense que c'est vraiment un effort extrêmement intéressant, et notamment, je trouve, l'effort de l'OMS, qui est international, qui inclut des patients sur tous les continents, et qui est un vrai modèle pour cette recherche clinique coordonnée. Et puis l'exemple anglais, donc cette fois-ci, qui est un essai national, mais qui a très bien réussi à coordonner la recherche clinique.
Alors, j'ai mis, comme j'y ai participé, donc à nouveau, je ne suis probablement pas tout à fait objectif, mais l'essai de Discovery qui a été mené par l'INSERM en France, qui a réussi à inclure un peu plus de 1200 patients dans des bras thérapeutiques qui étaient les mêmes que ceux de Solidarity, donc hydroxychloroquine, lopinavir-ritonavir, interféron bêta ou lopinavir-ritonavir, interféron bêta, et qui a abouti aux mêmes conclusions, et en fait qui s'est très vite associé à Solidarity pour fournir ces données à Omega SC Solidarity. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez positif et encourageant. Je trouve ça, quand des chercheurs qui créent un essai clinique décident de faire rentrer cet essai clinique au sein d'un plus grand chapeau qui est celui de l'OMS pour contribuer à la connaissance globale. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Discovery. Qui est actuellement, sans insister là-dessus, donc qui a ouvert un nouveau bras thérapeutique qui teste des anticorps monoclonaux contre Covid-19, ce qui est également une des options thérapeutiques de recovery, l'essai clinique anglais à l'heure actuelle. Donc, voilà, quelques idées, quelques exemples. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, là j'en conviens. Il y a eu des très belles initiatives de recherche clinique partout dans le monde, hein, y compris bien sûr sur le continent africain, sur le continent asiatique. L'Amérique du Sud a beaucoup participé, notamment au sein de Solidarity, mais c'est quelques grands essais, je pense, qui ont marqué un peu cette année Covid-19. Et bien sûr, l'emballement, on va dire, autour de l'hydroxychloroquine a aussi, à mon sens, marqué un peu cette recherche lors de la pandémie. Alors, quelles leçons et quelles solutions? Vous vous doutez que là, à nouveau, ça va être un aperçu, hein, c'est plus donner des pistes de réflexion que des conclusions. Je pense qu'il y a un point personnellement que je retiens sur cette recherche clinique en contexte pandémique, c'est que oui, il y a urgence, mais que cette urgence ne doit pas conduire à la précipitation. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup peut-être de précipitation, dont on est tous coupables, hein, et je ne prétends pas changer ça du tout, hein, et je pense qu'on a tous été soumis à cette urgence, mais juste rappeler que l'urgence ne change rien à un contexte et à un concept qui est extrêmement important, qui est celui d'équipoise. Et en fait, l'équipoise, c'est la situation où, dans une situation clinique donnée, on ne sait pas si un traitement marche ou pas, et on ne sait pas qu'est-ce qui marche. Et donc, c'est le concept d'incertitude thérapeutique. Et ce concept d'équipoise, eh bien, il est levé par des essais cliniques. Et ces essais cliniques, leur but, c'est de dissiper cette incertitude et d'essayer de prouver si A est mieux que B. Et donc, tout essai clinique, je pense qu'il faut le penser en se demandant est-ce que ça va permettre à la communauté scientifique de savoir si A marche mieux que B ou A marche mieux que rien. Et donc, je crois que la recherche clinique doit se concentrer sur des essais qui peuvent lever cette incertitude, qui peuvent bénéficier à la communauté scientifique, plutôt que sur des recherches qui sont trop biaisées pour conclure quoi que ce soit. Et c'était le problème de ces essais cliniques sur l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, c'est-à-dire que finalement, quand on les reprend rétrospectivement, ils ne changent pas du tout les données d'efficacité sur un traitement. Ils sont, et ça a été dit dans un éditorial dans le journal où l'essai a été publié, ils n'apportent aucune donnée finalement et aucune certitude sur l'efficacité thérapeutique. Et donc, un essai qui n'apporte rien de fiable, je pense que c'est un essai clinique dont on peut se passer, notamment en contexte pandémique où les choses sont assez promptes à s'emballer. Je ne vais pas avoir le temps, je pense, de passer cet exemple sur Ebola, mais c'était juste un court extrait de Marie-Paul Kenny qui s'occupait de la recherche au niveau de l'OMS pendant Ebola, qui disait qu'en fait, ça a été le même problème dans Ebola, c'est-à-dire au début, tout le monde disait il y a un traitement, il faut le donner à tout le monde. Et donc, il y a eu des cohortes historiques qui étaient censées comparer les patients qui ont reçu du favipiravir à ceux qui n'ont pas reçu pendant Ebola. Et finalement, on n'a rien pu en conclure parce que ces comparaisons de cohortes étaient trop biaisées. Et lorsqu'on a pu faire des essais randomisés, et ça a pris quelques années pour les mettre en place, eh bien, on s'est rendu compte que cela ne marchait pas. Et c'est grâce à ces essais randomisés qu'on a finalement pu identifier un traitement potentiellement efficace pour Ebola. Donc finalement, en Covid-19, on a retrouvé ce qui s'est passé pendant Ebola, mais dans une ampleur bien plus importante. Autre leçon qui me semble intéressante ou discussion, c'est l'OMS a défini certains critères de priorisation des candidats thérapeutiques. Et ça, je pense que c'est très important de voir les critères basiques, ces critères indispensables. C'est des données précliniques d'efficacité chez les singes qui sont importants avant de passer à l'humain, des données de tolérance et de sécurité des médicaments, et puis des données de qualité de la production, des good manufacturing practice, avec une importance toute particulière qui est donnée à cette articulation entre les données précliniques et le passage aux essais cliniques. Et il y a bien sûr d'autres critères de priorité qui sont importants pour l'OMS, mais notamment la possibilité de pouvoir produire en masse le traitement s'il est efficace. Et en fait, l'OMS a finalement jugé que ça
ça faisait partie des critères obligatoires parce que à l'échelle internationale, peu importe finalement qu'un traitement soit efficace, s'il ne peut pas être produit pour répondre à la demande. Voilà, donc je ne vous lis pas toute la liste, mais j'ai mis un lien et je pense que c'est intéressant d'y jeter un coup d'œil parce que c'est un document, à mon avis, extrêmement utile. Ce qui me semble intéressant, alors là, j'ai voulu repartir plutôt sur l'épidémie Ebola et pas Covid-19, c'est que parfois, il y a cet aspect de penser en dehors des clous du design classique d'essais cliniques qui est particulièrement intéressant en contexte pandémique. Là, j'ai pris l'exemple de l'essai Ebola, ça suffit, qui avait été conduit en Guinée par l'OMS et des partenaires guinéens, et en fait qui était un essai de la vaccination en anneaux. Et en contexte d'Ebola, ils avaient eu cette idée, moi, que je trouve géniale, de randomiser autour des cas d'Ebola, on vaccine tout le monde de façon immédiate, les contacts et les contacts de contact du cas d'Ebola. Et dans l'autre bras, on vaccine en delayed, on vaccine 3 semaines après le diagnostic d'Ebola et on regarde si ça marche. Et c'était une façon extrêmement proactive d'évaluer l'efficacité du vaccin pour contrôler l'épidémie. Et c'est ça qui a montré une énorme efficacité de la stratégie vaccination immédiate en anneaux, comme ils disent, contact et contact des contacts au cours d'Ebola. Et je pense que par exemple, cette stratégie de vaccination en anneaux, elle aura probablement un intérêt dans le contexte Covid et pour contrôler des clusters Covid si on arrive dans une situation post-pandémique. Mais c'est ce genre d'idées de design originaux qui sont assez solides pour juger de l'efficacité, mais pragmatiques, adaptées à la situation, c'est-à-dire tout le monde était quand même vacciné dans cet essai clinique, qui sont des choses particulièrement intéressantes en contexte pandémique. Alors, je vais presque finir, mais la réglementation, notamment l'exemple français, mais je pense que c'est pareil un peu partout, la réglementation en contexte pandémique, bien sûr, elle est là pour protéger les patients, mais elle doit s'adapter à l'urgence. Et là, notamment, il y a eu des accords des comités de protection de personnes ou l'agence du médicament qui ont été extrêmement rapides pendant Covid-19. Et donc, il faut à la fois ne pas s'affranchir des règles, mais aller assez rapidement pour pouvoir conduire une recherche clinique rapide. Il y a en France un exemple qui est intéressant, qui a été fait pendant la pandémie, qui est la mise en place d'un comité de priorisation des essais cliniques, plutôt qu'avoir plein d'essais cliniques chacun dans son coin et d'avoir des essais concurrents. Il y a une tentative de coordination nationale pour dire ce candidat thérapeutique il est intéressant, donc on va concentrer les efforts et essayer de rassembler les gens plutôt qu'avoir des initiatives concurrentes. Et puis je pense que la clé viendra de la coordination déjà au niveau national, ça c'est ce que je viens de vous présenter, au niveau continental. Là, je vous présente par exemple un projet européen qui est conduit notamment avec des partenaires donc en Europe, mais du service, qui vise à avoir un réseau un peu de recherche européen sur la pandémie. Et puis bien sûr, l'exemple de l'OMS qui, moi, m'a marqué avec ce méga essai Solidarity pour essayer de rassembler l'ensemble des pays et des continents dans le même objectif commun. Voilà, donc les messages clés, je vous les laisse là, peut-être sans les détailler, puisque c'est ce qu'on a discuté, et je suis bien sûr disponible pour toutes vos questions. Merci, voilà, je tiens à remercier bien sûr Afranom et les personnes qui sont là de votre attention, et puis n'hésitez pas à me contacter si besoin, et je répondrai aux questions. Très bien, merci beaucoup Nathan. Alors, on n'a pour l'instant pas beaucoup de questions. Alors, la toute première, c'est plus pour vous conforter dans le fait que vous pourrez effectivement avoir accès aux diaporamas et même au webinaire en ligne. Alors, une toute première question peut-être, parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question, en particulier dans la prise en charge et la recherche dans les affections chroniques. Et c'est vrai que dans le cadre des infections aiguës et surtout du contexte pandémique, ça peut être un peu plus compliqué. Mais que penses-tu de la place de la recherche communautaire dans la recherche clinique et donc là, dans un contexte de pandémie et d'urgence? Là, je suis très content de cette question parce que pour moi, elle est essentielle, elle est incontournable, elle est primordiale. Et je dirais même, je ne l'ai pas abordée parce qu'elle est extrêmement complexe en fait. Mais vous avez bien raison de mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que c'est probablement quelque chose d'extrêmement important, et notamment pour Covid, d'avoir des recherches qui permettent d'évaluer des traitements précoces, c'est essentiel. Et ça se heurte à encore plus de barrières, d'obstacles, de défis que la recherche hospitalière, qui avait déjà beaucoup plus de coordination préalable, de circuits déjà créés. Mais là, je pense que la recherche en contexte communautaire
c'est vraiment ce qu'il faut renforcer de façon extrêmement solide. Il y a eu des très beaux essais en communautaire sur le continent américain, au Canada, mais avec des approches assez innovantes, hein, puisqu'il y a eu des essais cliniques où ils ont recruté les gens sur Internet, ils ont envoyé les médicaments à distance, sans jamais faire de visite médicale pour les patients. Donc, des choses dont on pourrait discuter, hein, mais qui ont permis d'avoir quelques données en contexte communautaire. Mais c'est très clair que c'est une priorité et qu'il faut structurer cette recherche, mieux se préparer pour le prochain défi pandémique et puis, bien sûr, pour également les infections chroniques. Alors, pourquoi très peu d'essais cliniques en Afrique ? Alors là, assez honnêtement, hein, je pense que vous êtes plus experts, hein, beaucoup d'entre vous, que moi pour répondre. J'imagine qu'il y a les barrières qu'on a rencontrées également partout ailleurs, hein, aussi bien sur le continent européen, américain, plus des barrières qui sont inhérentes au continent africain, et de moyens, peut-être de personnel, de structures déjà créées, capables de mener une recherche qui est complexe. Alors, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des structures extrêmement performantes, mais j'imagine que vous rencontrez encore plus de difficultés financières et de personnel qu'ici. Oui, alors on peut en profiter pour dire que la NRS-MIE, par exemple, a financé 2 appels d'offres, hein, pour le montage d'essais cliniques et de cohortes, ainsi que des études de physiopathes et des études plus en sciences sociales sur la Covid-19 pendant l'année qui vient de s'écouler. C'est vrai, Manon, merci. Alors, une question intéressante sur l'artémisia. Donc, au-delà des facteurs génétiques, pourquoi la recherche clinique ne s'est pas orientée sur l'évaluation, je suppose, de la consommation d'artémisia en Afrique pour expliquer le faible taux de décès dans le continent et s'appuyer dessus pour la prise en charge? Alors, peut-être que tu auras sur l'artémisia la même opinion que sur la chloroquine, l'ivermectine, etc. Donc, tu peux nous dire ce que tu penses. Et peut-être l'exemple de Madagascar dans la situation actuelle. Oui, enfin, de façon générale, moi, j'essaye d'être le moins possible dogmatique sur l'artémisia. C'est vrai que je ne vais pas aborder cette question avec un énorme espoir d'efficacité thérapeutique pour la Covid-19, mais je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert, mais il faut suivre en tout cas les critères de priorisation de l'OMS. C'est-à-dire, il faut regarder assez précisément, de façon la plus objective possible pour chaque candidat, qu'est-ce qu'on a comme données précliniques. Qu'est-ce qu'on a qui laisse penser que ça pourrait marcher? Est-ce qu'il y a un rationnel éventuellement physiopathologique pour dire que ça agit sur le virus SARS-CoV-2 ou son entrée dans les cellules? Est-ce qu'il y a des modèles animaux? Et puis, si on a ces critères, eh bien, le proposer, par exemple, à l'OMS pour évaluation et classement, si c'est un candidat prioritaire ou pas, je trouve ça intéressant. Après, ce dont il faut probablement se méfier, c'est d'essayer de lier a priori le faible taux de décès dans une zone à une utilisation d'un médicament X ou Y. Parce qu'en fait, il y a des millions de facteurs qui interviennent et c'est très difficile d'en prendre un et de dire c'est celui-là ou de laisser entendre que c'est celui-là. Donc, effectivement, il y a eu des exemples de pays comme Madagascar où on part du principe que quelque chose marche. Il y a une décision politique qui est de dire que ça marche. Et en fait, quand on n'a pas les données, c'est quand même, je trouve ça assez complexe et ça entraîne des erreurs qui peuvent ressembler à ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine en tout cas. Alors, il y a une question, mais j'y répondrai tout à l'heure parce qu'on parle de quels sont les essais thérapeutiques qui ont montré une concordance sur l'efficacité des molécules. Donc, ça fera l'objet d'une section de ma présentation tout à l'heure. Je vais plutôt te poser une question qui en fait était dans la discussion, donc pas le Q&R. Donc, je vous rappelle qu'il faut vraiment mettre vos questions dans le Q&R. Mais quand même une question qui est très intéressante. Donc, au cours de cette pandémie, de grandes institutions de santé mondiale, des grandes revues à travers des publications partisanes, de grands scientifiques ont été décrédibilisés à travers leur production. Finalement, à qui faire confiance dans le futur? Non, mais c'est intéressant. Moi, je dirais la question, pour moi, c'est d'essayer de dépasser qui. Parce que je crois qu'on a trop centré la réponse sur qui parle. Et c'est important de savoir qui parle, mais je dirais que le plus important, c'est de savoir ce que la personne dit et de voir sur quelles données s'appuient ses dires. Et finalement, je crois qu'il faut regarder un article scientifique
quelle que soit la personne qui le publie, avec une certaine objectivité, voire la valeur des données en elles-mêmes, au-delà de qui partage ces données, et au-delà de ce que cette personne dit des données. Donc, on a tous des exemples en tête, mais effectivement, il y a eu des prises de position qui ne correspondaient pas à ce que les données montraient ou ce que la science, qui étaient les données actuelles ou les connaissances actuelles de la science. Et donc, pour ça, à mon avis, le mieux, c'est de ne pas trop s'intéresser au qui, mais de s'intéresser à quoi, et donc à ce qui est dit et ce qui est montré comme données. Et je pense par exemple que le choix des critères soit de priorisation ou des critères de base pour choisir le développement d'une molécule qui ont été édictés par l'OMS permet quand même de montrer la voie en termes d'évaluation de molécules. Tout à fait. Comme tu l'as très bien dit dans ta présentation. Alors, une petite question, et ça va peut-être être la dernière, sur les conflits d'intérêts dans le choix des candidats, traitements. Non, je pense que c'est un peu la même réponse, c'est-à-dire à partir du moment où il y a des listes objectives de critères, où il y a une certaine forme de transparence sur est-ce que ces critères, finalement, selon le candidat, est-ce qu'ils sont cochés ou pas. Et donc, à mon avis, est important la transparence, la liste de critères, et puis de voir la réponse des institutions. Moi, je n'ai pas lieu de penser que les conflits d'intérêts aient joué un rôle majeur dans le choix des candidats thérapeutiques. Ou alors, ça dépend ce qu'on entend par conflit d'intérêts, mais je pense que là, le problème qu'on a eu à déplorer, c'est plus un choix d'un candidat sur la base de données finalement extrêmement faibles ou inexistantes, mais une communication extrêmement agressive et extrêmement sûre d'elle. Et là, je pense très clairement à l'hydroxychloroquine. À mon avis, ça a posé beaucoup plus de problèmes et ça a coûté beaucoup plus à toute la communauté scientifique et internationale que des conflits d'intérêts qui seraient cachés sur les autres candidats thérapeutiques. Plus on va objectiver la situation, plus on va avoir des critères fiables, reproductibles, et on sera transparent sur le choix des candidats, plus on se débarrassera de cette question des conflits d'intérêts qui, à mon avis, est souvent utilisée pour échapper au débat scientifique. Et peut-être une toute dernière question, justement pour clore le chapitre sur l'hydroxychloroquine. Peux-tu nous confirmer qu'il y a bien eu des essais menés dans le cadre des bonnes pratiques cliniques, ce qui veut dire que les résultats sont considérés comme solides et qui montrent que l'hydroxychloroquine ne marche pas? Oui, tout à fait. Alors, même pour l'hydroxychloroquine, c'est presque étonnant parce que tous les essais cliniques randomisés disent exactement la même chose. C'est-à-dire que soit ça ne marche pas du tout, soit ça aggrave un petit peu les patients. Et en fait, particulier quand combiné à l'azithromycine. Tout à fait. Et donc, en fait, tous les essais vont dans le même sens et assez naturellement, les méta-analyses qui sont faites vont dans le même sens. Nous, on avait participé à une méta-analyse qui a montré cela et puis qui a été confirmée en fait par la grande méta-analyse de la Cochrane, qui est un institut indépendant extrêmement reconnu dans les méta-analyses et les revues systématiques, qui confirme qu'il n'y a plus de place à l'hydroxychloroquine et qu'on a largement assez suffisamment d'essais cliniques bien menés qui n'ont pas trouvé d'efficacité. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ta présentation et pour cette session très intéressante de questions-réponses. Et je vous rappelle que toutes vos questions auxquelles on n'a pas répondu à propos des molécules qui marchent dans la COVID-19, j'aborderai ce sujet-là lors de ma présentation. Et je vais donc maintenant laisser la main à Charles Cranfac pour la suite. Et je pense que tu peux départager ton écran, Nathan. Merci. Tout à fait. Merci. Merci à tous. Merci Karine, merci à tous les participants. Je suis Charles Cranfac, médecin de santé publique. Et c'est un bonheur pour moi de participer à ce deuxième module d'Afranu. J'ai le plaisir de présenter le professeur Karine Lacombe, qui est PUPH, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine, rattaché à la Sorbonne University, INSERM URM S1136. À côté de ses activités de clinicien spécialisé dans la prise en charge des co-infections VIH hépatite chronique, elle s'est intéressée sur le plan de la recherche à l'évaluation des stratégies d'accès aux traitements antirétroviraux
incluant les stratégies innovantes de dépistage pour les hépatites B et C en France et en Afrique subsaharienne. Je dois dire que j'ai été un des co-investigateurs d'un projet de recherche qu'elle a fait au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire sur les premiers traitements des hépatites C dont les résultats finaux ont été présentés la semaine dernière aux autorités camerounaises. Donc, Karine, je te passe la parole pour ta présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais partager ma présentation, comme vous pouvez le voir ici. Puis surtout, je vais demander à mes collègues de peut-être mettre le sondage. Voilà, donc vous avez également 3 questions, comme tout à l'heure avec Nathan. Donc, quels sont les éléments qui ont structuré la riposte contre la Covid-19 au Nord? Donc, c'est un choix multiple. L'adaptation de la prise en charge ambulatoire de la Covid-19, la recherche sur les traitements, le déploiement de la vaccination, une meilleure compréhension de la virologie du SARS-CoV-2 et l'étude des conséquences cliniques de la Covid-19. Donc, je vous laisse réfléchir à cette première question avec ces 5 items. En deuxième question, je vous demande si parmi les traitements dont on a évalué l'efficacité cette année, quels sont ceux qui ont permis de changer la prise en charge des formes modérées à sévères de la Covid-19, donc ceux qui ont été vraiment facteurs de modification de la morbimortalité. Donc la dexaméthasone, le tocilizumab, l'hydroxychloroquine, l'ivermectine et le remdesivir. Et puis une question un petit peu plus clinique. Quelles sont les complications reconnues de la Covid-19? Donc les thromboses, l'anosmie, le purpura, l'encéphalite et la myocardite. Voilà, donc je vous laisse répondre à ces 3 questions qui vont un peu structurer mon topo. Alors peut-être qu'on va pouvoir passer les réponses. Alors, parfait. Eh bien, donc les éléments qui ont structuré la réponse contre la Covid-19, alors finalement, beaucoup d'entre vous ont répondu l'adaptation de la prise en charge ambulatoire de la Covid-19. Alors, c'est vrai que en fait, il n'y avait pas vraiment de mauvaise réponse pour cette question-là. Et je vois que vous avez un peu tous répondu que finalement, ces 5 items pouvaient être corrects. Alors, c'est sûr qu'une meilleure compréhension des traitements, en tout cas un investissement sur la mise au point de traitements, sur la vaccination, et puis bien sûr une meilleure compréhension donc, de la recherche menée sur la virologie du SARS-CoV-2, des conséquences cliniques de la Covid-19 nous a aidé à structurer cette réponse dans le Nord. Alors, pour l'adaptation de la prise en charge ambulatoire de la Covid-19, c'est vrai qu'on a eu, lors de la première vague en particulier, des problèmes d'accès aux services de soins, puisqu'en fait, on s'est très vite retrouvé à saturation dans les hôpitaux et que parce que c'était un agent que l'on ne connaissait pas, de mode de transmission dont on n'était pas sûr et une pathologie au final qui restait assez méconnue, eh bien, on n'a pas assez sollicité l'ambulatoire et c'est vrai que ça a probablement participé à l'engorgement des hôpitaux. Alors, parmi les traitements dont l'efficacité a été évaluée, donc on est bien d'accord, là je vous suis dans votre réponse majoritaire qui est la dexaméthasone et je vais vous donner tout à l'heure les résultats de l'essai principal de recovery avec la dexaméthasone. Je vois également que beaucoup d'entre vous ont répondu oui pour le tocilizumab.
Donc, je vous en dirai également un mot. Et bon, j'espère qu'avec la présentation de Nathan, vous avez compris que l'hydroxychloroquine n'a pas du tout permis de changer la prise en charge des formes modérées à sévères de la COVID-19, mais je sais que c'est un sujet qui reste encore très débattu. Et également, ni l'ivermectine ni le remdesivir n'ont permis d'apporter une amélioration dans la prise en charge de la COVID-19. Et enfin, les complications reconnues de la COVID-19, eh bien, c'est toutes les complications qui sont mentionnées ici. Les thromboses, vous avez répondu majoritairement oui, tout à fait, mais également l'anosmie. Il faut garder la perte de l'odorat comme la perte du goût, qui est la gueusie, comme deux symptômes majeurs qui accompagnent la COVID-19. Et en période de pandémie, une anosmie à gueusie signe quasi pathognomiquement la présence d'une COVID-19. Et puis, le purpura, encéphalite et myocardite sont des complications heureusement beaucoup moins fréquentes, mais tout à fait possibles dans le cadre de la COVID-19. Donc voilà pour quelques commentaires par rapport à ces questions, et je vais donc maintenant passer à ma présentation sur la riposte à la pandémie COVID-19 dans le Nord. Alors, j'ai l'impression que je suis coincée. Ah voilà, excusez-moi. Donc, vous avez ici mes liens d'intérêt. Et ce que je voulais vous rappeler tout de même, c'est que cette histoire de Covid-19, hein, les origines quand même remontent à très longtemps et restent encore, remontent à très longtemps, pardon, à plus d'un an et demi. Alors on va dire que dans l'échelle du temps c'est court, mais on a l'impression que c'était déjà il y a une éternité, et que c'est vraiment une histoire assez particulière de forêts profondes, en particulier de forêts profondes en Chine, une histoire de chauve-souris. Comme vous le voyez ici, une histoire au moins initialement, peut-être, et pour l'instant on n'a toujours pas la réponse, de fameux marchés à Wuhan. Et en tout cas, hein, c'est vraiment une représentation de la mondialisation, des effets néfastes de la mondialisation, de la déforestation et du franchissement de la barrière d'espèces. Alors, effectivement, vous voyez ici plusieurs photos qui sont un peu pour moi, qui peuvent un peu représenter la riposte telle qu'on l'a conçue au Nord, c'est-à-dire mieux comprendre la maladie, mieux traiter, mieux prévenir. Et vous voyez ici des photos que j'ai prises pendant la première vague, avec une partie de notre personnel soignant. Vous voyez en bas une photo de la façon dont on se réunissait en cellule de crise pour adapter la réponse de l'hôpital à la crise sanitaire. Au milieu, à droite, les réunions de concertation pluridisciplinaire qu'on a mises en place à l'époque où on n'avait pas encore de traitement, ou alors quand on commençait à avoir des médicaments, comment les utiliser au mieux. Et c'est vrai que tous les jours, on s'est réunis pour revoir le cas de tous les patients qui étaient hospitalisés à l'hôpital Saint-Antoine, et de façon concertée, leur apporter la meilleure prise en charge possible. Et puis, bien sûr, un contact très important avec les familles, avec les patients. Alors quand même, je pense qu'il était important que vous ayez un état des lieux de la pandémie au 26 avril. Donc vous avez ici les dernières données publiées par l'OMS avec, comme vous pouvez le voir, actuellement une flambée épidémique en Asie du Sud-Est et une épidémie qui est plutôt en récession en Europe, et une épidémie qui reste en tout cas peu visible en Afrique, mais peut-être tout de même par une sous-déclaration des cas de contamination et des cas d'infection patente. Vous avez ici également les cas rapportés sur les 7 derniers jours pour 100 000 personnes, et donc on voit que c'est une épidémie qui reste encore très prégnante en Amérique du Sud, très prégnante également en Inde, en Asie centrale, et puis en Europe et encore au Canada, avec, vous voyez, une diminution dans certains États, comme par exemple les États-Unis. Alors peut-être un lien avec la vaccination. Je voulais vous montrer également l'évolution des cas incidents en France sur un an, pour vous montrer aussi comment finalement les mesures de freinage qui ont été prises dans le confinement ou les restrictions sanitaires ont permis de contenir l'épidémie, mais avec une grande discussion ces derniers mois sur l'impact des mesures de freinage qui n'étaient pas vraiment du confinement et qui finalement ont maintenu un taux assez élevé de transmission.
L'évolution sanitaire de ces indicateurs sur un an qui permettent de voir en fait ces différentes vagues. Alors, on a bien eu 3 vagues en soins critiques. En termes de décès hospitaliers, on peut dire qu'à partir de novembre en France, on était plutôt sur un plateau relativement stable avec un nombre de cas journaliers qui a évolué entre 300 et 400 pendant assez longtemps, pendant plus de 3 mois, et actuellement une décroissance importante. Idem pour les personnes hospitalisées où on est dans un plateau très haut depuis le mois de novembre et des cas positifs au Covid-19 qui sont actuellement en forte décroissance. Tout de même également pour vous rappeler que contrairement à ce que de nombreuses personnes ont pu dire, on a vécu des excès de mortalité. Là, je vous montre ici la France, mais c'est exactement la même chose en Europe. Et vous voyez que quand on compare par exemple à 2015, on a vraiment eu un pic de mortalité important en mars l'année dernière. Donc, pour comparer aux mêmes périodes en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et avec actuellement des pics qui sont même, on va dire, des grosses collines, en tout cas des montagnes, qui restent assez élevées sur le dernier trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021. Alors, comme je vous ai dit, l'une des premières actions qui a été importante, c'était de mieux comprendre l'agent pathogène. Pour répondre à une épidémie, encore faut-il comprendre à quoi on a affaire. Donc, il y a eu beaucoup de recherches sur l'agent pathogène et je vais aller très vite. Vous avez déjà entendu parler de tous ces coronavirus, les coronavirus saisonniers qui donnent des infections ORL, on va dire banales, et puis le SARS-CoV et le MERS-CoV qui sont les premiers coronavirus qui ont été responsables d'infections respiratoires. Et c'est vrai que probablement au tout début de l'épidémie de SARS-CoV-2, on a un petit peu erré dans les méthodes, dans les modes de transmission et dans la clinique parce que on a eu tendance, au moins dans les premières phases de l'infection, à comparer à ce qui se passait avec le SARS-CoV. Tout ça pour vous dire que dans le SARS-CoV-2, on a bien montré qu'en fait, la transmission avait lieu avant le pic de charge virale et donc avant les symptômes, alors que le SARS-CoV ou le MERS-CoV, la transmission se fait au moment où il y a les symptômes. Et ça explique aussi que le SARS-CoV-2 a pu se répandre aussi rapidement. Alors justement, le SARS-CoV-2, là aussi je vais vite, c'est pour vous montrer les résultats de l'intensité de la recherche qui s'est passée en très peu de temps, en l'espace de 2-3 mois, sur le plan virologique, où on a très rapidement pu mettre en évidence le virus et comprendre sa composition génétique. Alors, je voulais revenir sur la définition du terme variant, parce que vous savez que c'est une question qui nous préoccupe actuellement, en particulier ces derniers mois, à partir du moment où les premiers variants ont émergé. Donc, en fait, le variant, c'est finalement un terme médiatique, parce que le vrai terme, plutôt que variant, ce serait d'employer le mot clade, et le mot lignage et le mot clade. Et vous voyez qu'en fait, l'évolution, et en particulier l'apparition de variants d'intérêt, voire de variants préoccupants, a surtout eu lieu en fin d'année 2020, parce que finalement, le SARS-CoV-2 est un virus qui évolue assez lentement, plus lentement que la grippe et beaucoup plus lentement que le VIH. Vous voyez ici la surveillance de l'évolution de ces variants parmi les cas détectés. Donc évidemment, plus on va séquencer et plus on va être capable de déterminer la part des variants au sein des souches qui circulent. Et donc vous voyez, la souche classique est devenue largement minoritaire avec une émergence importante du variant UK et les variants d'intérêt qui sont Afrique du Sud et brésilien. Alors là, c'est la proportion en France, reste relativement stable et assez basse, aux alentours de 5-6%, avec bien sûr des différences géographiques. Donc là, ce que je vous ai montré ici, c'est la France au niveau mondial. Eh bien, il peut y avoir bien sûr une différence importante et dans certains pays, par exemple en Amérique du Sud, ce sont principalement le variant brésilien et en Afrique, c'est principalement le variant sud-africain qui prédomine. Alors, l'autre élément très important de la riposte dans le Nord, c'était de mieux comprendre la clinique. Et il y a eu très tôt beaucoup de publications, heureusement, qui nous a permis d'être mieux armés pour faire le diagnostic clinique de la Covid-19, mais également de mieux comprendre la transmission. Et vous avez ici les résultats principaux qui ont quand même changé la donne en termes de compréhension de la physiopathologie de la Covid-19. Donc, en termes d'infectiosité, vous voyez ici que 44% de la transmission de la Covid-19 a lieu en phase pré-symptomatique.
Et c'est pour ça qu'en fait, au tout début, l'épidémie s'est répandue aussi rapidement, parce qu'en fait, on transmettait entre personnes asymptomatiques, voire qui n'avaient jamais de symptômes, ou alors avant l'apparition des symptômes. Et vous voyez que l'infectiosité, finalement, précède de 2,3 jours, donc le pic d'infectiosité précède de 2,3 jours le début des symptômes, avec une durée médiane d'incubation de 5 jours en gros, et un taux de reproduction de base, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont infectées par une personne contaminée, qui était de 2,2 à peu près. Un point extrêmement important, là aussi, qui a permis de comprendre pourquoi l'épidémie s'était transmise aussi rapidement, eh bien, c'est que l'expression virale est identique entre les personnes symptomatiques et les personnes asymptomatiques. Et que d'ailleurs, les personnes asymptomatiques pouvaient sécréter du virus longtemps, mais qu'à partir d'un certain jour, donc entre 7 et 10 jours, même si on restait avec du virus dans les cavités nasopharyngées, ce virus n'était plus cultivable, c'est-à-dire que la personne n'était plus infectante. C'est pour ça que ça ne sert à rien de répéter les PCR après la première semaine d'infection, parce que même si on détecte le virus, ce virus n'est plus transmissible. Je vous montre ici la cinétique des marqueurs virologiques, parce que ça aussi, ça a été un épisode, un élément très important de la riposte en termes de physiopathologie, c'était comprendre quand il fallait utiliser les méthodes diagnostiques, donc en particulier PCR et évidemment test rapide ou encore ELISA. Et vous voyez que les PCR sont positives avant l'expression des symptômes et qu'elles peuvent rester positives longtemps, même s'il n'y a plus de transmission du virus. En revanche, la sérologie, elle, se positive à peu près une semaine après le début des symptômes et peut rester positive assez longtemps, mais peut-être pas aussi longtemps que ce que l'on pense. Et en particulier chez les personnes asymptomatiques, la sérologie peut se négativer assez vite avec une disparition des anticorps. Un autre élément important de la riposte, eh bien, c'était la compréhension de la clinique. Et vous avez ici les signes cliniques précoces, donc comme maintenant on connaît tous très bien et sur lesquels je vais passer assez vite. Et également, sur cette diapositive, la compréhension de la physiopathologie avec la succession de ces phases virales et ensuite phases inflammatoires, qui nous a permis finalement d'adapter les traitements. Et d'ailleurs, on a vu qu'à ce jour, on n'a pas mis en évidence de traitements efficaces sur la phase virale. Ce sont surtout des traitements efficaces sur la phase inflammatoire dont on a montré l'efficacité. Plus que ce que l'on a évalué dans la phase virale. Alors, excusez-moi. Voilà, donc vous avez ici ces images en verre dépoli multifocales que maintenant on connaît bien, et vous avez sur cette diapo les éléments de la clinique, donc extra-pulmonaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'occasion de l'une des questions du sondage. Alors, autre élément très important de la riposte, mieux comprendre le traitement. Mieux comprendre le traitement, je pense que l'essai Recovery est l'essai qui nous a permis de montrer l'importance de l'utilisation de la dexaméthasone et qui vraiment a changé la donne. Par exemple, on a montré que chez les personnes qui avaient besoin d'oxygène, avec une administration non invasive, on pouvait diminuer de 20% la mortalité. Et chez les personnes qui étaient en oxygène haut débit ou intubées, ça permettait de diminuer de 35% la mortalité. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un game changer. Hein, ça a changé la donne en termes de morbimortalité. Et puis, l'essai clinique Solidarity, lui, a permis de montrer que finalement, aucun antiviral utilisé en hospitalisation n'a montré la moindre efficacité. Vous avez ici le lopinavir, l'interféron, mais également le remdesivir ou encore l'hydroxychloroquine avec plusieurs milliers de personnes. Vous avez en bas les effectifs, hein, je vous remets ici les effectifs lopinavir, interféron, les effectifs remdesivir, hydroxychloroquine. Un petit mot sur le tocilizumab. Le tocilizumab, en deuxième intention après échec de la dexaméthasone chez des personnes hospitalisées en besoin d'oxygène, montre une efficacité. Et actuellement, ce sont les seuls traitements qui ont montré une efficacité. Donc ça répond à pas mal de questions de tout à l'heure. Ni l'ivermectine, ni la colchicine, ni l'hydroxychloroquine ou tout autre médicament, la vitamine D, le zinc, etc., n'ont montré dans des essais thérapeutiques bien conduits une efficacité dans le traitement de la COVID-19.
Autre élément extrêmement important de la riposte, bien sûr, c'était la prévention. Donc, toute la recherche autour de la prévention avec les différents vaccins qui sont en développement. Donc, vous savez qu'on a des vaccins à ARN messager et des vaccins à vecteur viral. Actuellement, des vaccins à vecteur viral non réplicants. Et je voulais vous montrer l'efficacité du vaccin ARN en population générale. Donc, le vaccin ARN, le Comirnaty, le vaccin de Pfizer, qui a montré une efficacité extrêmement importante avec plus de 90% d'efficacité en population générale. Donc là, on n'est pas dans les essais cliniques, on est dans la population générale avec plusieurs milliers de personnes qui ont été traitées. Vous voyez ici 596 000 personnes. Enfin, on est dans des effectifs à des niveaux de millions de personnes. Et ça diminue non seulement la mortalité, mais également les Covid symptomatiques, mais également, et ça c'est très important, les Covid asymptomatiques. Donc on voit bien qu'on est dans un impact également sur la transmission de l'infection. Donc en conclusion, la riposte au nord, de février à octobre 2020, c'était surtout pour mieux comprendre l'agent pathogène, les modes de transmission, la prévention, la maladie, les traitements, pour diminuer le nombre d'infections, de malades et de décès. Et je pense que maintenant, de novembre 2020 à mai 2021, on est dans le cas de la riposte, dans le cadre mieux prévenir l'infection, dépistage, la prévention vaccinale, puis à partir de juin 2021, comment retourner à une vie normale. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis à votre disposition pour les questions. Merci Karine, merci pour cette présentation. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui sont là. Mais avant ces questions, pour moi, il n'y a que 2 questions. Je voulais que tu précises un peu sur des présentations, tu disais que le Covid est beaucoup plus lent que le VIH, mais juste après, tu disais que les symptômes après infection, on a les symptômes 2-3 jours après. Je voulais que tu précises ce que tu voulais dire par rapport au fait que c'est beaucoup plus lent que le VIH. Non, j'ai pas dit que. Non, j'ai dit que là, je parlais de la virologie, en fait. Je parlais du virus. Le SARS-CoV-2 est un virus qui mute beaucoup plus lentement que le VIH. Donc, je me suis mal exprimée. Je ne parlais pas du tout de la clinique. Je parlais du pouvoir mutagène du virus. D'accord. Merci. Donc, il y a une question. Rendu à ce jour, quels sont les essais cliniques qui concordent sur l'efficacité de certaines molécules dans le traitement COVID? Tu l'as bien dit, mais je pense que je l'ai dit. C'est vraiment la dexaméthasone. Ensuite, le remdesivir, il y a eu des premières études issues du laboratoire, qui a développé le remdesivir et d'un essai académique aux États-Unis qui a montré une diminution de la durée d'hospitalisation, mais pas d'impact sur la mortalité. Et ensuite, des grands essais avec une puissance importante, en particulier Recovery, mais maintenant également Discovery, a montré qu'il n'y avait pas d'efficacité du remdesivir sur la mortalité, mais également pas de diminution de la durée d'hospitalisation. Donc, je pense que la question du remdesivir est également réglée. On vous a parlé tout à l'heure de l'hydroxychloroquine, la question est également réglée. Pour le tocilizumab, il y a eu plusieurs essais qui ont montré une efficacité du tocilizumab chez les personnes qui présentaient des formes graves ou des personnes en réanimation. Donc, c'est vraiment une molécule de 2e ligne chez les personnes qui sont en échec de la dexaméthasone. Mais à ce jour, on n'a pas d'essais cliniques probants qui montrent l'efficacité d'un traitement antiviral, c'est-à-dire dans les phases précoces. Évidemment, je n'ai pas parlé des anticorps monoclonaux parce que j'aurais pu passer une demi-heure dessus. Pour l'instant, on a des résultats… Exactement, il y a une question sur ça. Voilà, donc on a des résultats qui ont été montrés en congrès. Il semblerait que d'après ces résultats, en traitement préemptif, c'est-à-dire chez des personnes qui ont été en contact avec une personne infectée, ça puisse prévenir les formes symptomatiques et les hospitalisations. Chez des personnes à qui on donne ces anticorps monoclonaux dans les 3 jours qui suivent le début de symptômes, il y aurait aussi une diminution des formes graves et de l'hospitalisation. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu de publication à ce sujet. Donc,
On n'a que des résultats qui ont été montrés en congrès ou des communiqués de presse. Et vraiment, j'incite tout le monde à ne jamais se fier à un communiqué de presse qui sont surtout là pour pousser les investisseurs à investir dans le développement de ces molécules et qui ne sont en aucun cas des résultats d'essais scientifiques. Très bien. Donc, il y a aussi, comme tu n'as pas eu le temps de prendre en compte les comorbidités, il y a des questions qui viennent sur le traitement des patients et qui présentent en plus des comorbidités. Il y a par exemple une question, que faire si on doit soigner un patient diabétique qui souffre de Covid? Doit-on administrer Dexamethasone? Ah oui, oui. Alors, absolument, on utilise la dexaméthasone et ensuite on met donc on arrête les antidiabétiques oraux et on met le patient sous insuline. On met un schéma d'insuline lente avec de l'insuline rapide à chaque repas en fonction des dextros. Et donc, on arrive à prévenir les hyperglycémies de cette façon-là, à réguler le diabète avec de l'insuline. Et quand on est éloigné de la phase aiguë du Covid, on va réintroduire progressivement les antidiabétiques oraux. Donc, ce n'est pas du tout une contre-indication à l'utilisation de la dexaméthasone. Donc, comme tu as évoqué le vaccin Pfizer, il y a des questions qui reviennent sur l'efficacité des autres vaccins, le Sputnik V, AstraZeneca. Et je ne sais pas si tu peux dire quelque chose. Alors, pour l'instant, pour le vaccin Sputnik V, on n'a que les résultats des essais de phase 3, enfin de l'essai de phase 3 qui sont publiés dans le Lancet. On n'a pas encore, comme il n'est pas utilisé à très grande échelle, on n'a pas encore de données d'efficacité en vie réelle. Et le Sputnik V est en cours d'examen pour enregistrement par l'Agence européenne du médicament. En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, le vaccin qui est un vaccin à vecteur viral, le vaccin Janssen, qui est également un vaccin à vecteur viral, on a des essais de phase 3 dans les deux cas qui montrent une efficacité assez importante, on va dire en gros entre 70 et 90% pour faire large. Et on a des données en vie réelle uniquement avec l'AstraZeneca, en particulier en Écosse, qui montre une efficacité importante de l'AstraZeneca en 2 doses espacées de 12 semaines dans la prévention de la mortalité, mais également des formes sévères. Et puis, pour les 2 vaccins à ARN messager, qui sont le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer, on a bien sûr les données de phase 3 qui montrent une grande efficacité, plus de 90-95%, mais également en Israël et en Angleterre, une efficacité sur la mortalité, donc forme sévère, sur les décès, mais également dans la transmission du virus, donc dans le portage asymptomatique et la transmission du virus. Donc, c'est une panoplie vaccinale qui montre tout son intérêt. Et pour les autres vaccins, c'est plus compliqué, voilà, oui, parce qu'on n'a pas encore de données en vie réelle pour tous les autres vaccins. Merci pour finir, peut-être sur la question des vaccins, peut-être très rapidement, la vaccination chez les immunodéprimés, est-ce que vous la conseille ou pas? Oui, absolument. Donc, évidemment, les immunodéprimés sont très à risque de faire des formes graves, donc la vaccination est absolument conseillée. En revanche, on a des gros problèmes en termes d'obtention d'une réponse vaccinale. Et par exemple, chez les patients qui sont traités avec des immunosuppresseurs profonds, en particulier ceux qui entraînent une déplétion en lymphocytes B, comme le rituximab, ou les patients qui sont transplantés, eh bien, il est conseillé de faire 3 doses de vaccin, donc vaccin à ARN messager, mais je dois vous dire que pour l'instant, on n'a pas encore de données très solides sur la réponse vaccinale chez les immunodéprimés. Et si je prends l'exemple de la France, mais je pense que c'est le cas dans d'autres pays, on a des études spécifiques sur la réponse vaccinale chez les immunodéprimés. Et en France, c'est une cohorte qui s'appelle COV-POPART, qui est sponsorisée par la NRSMIE et qui cherche à répondre spécifiquement à cette question. Donc, merci. Bon, je voulais rappeler aux participants, comme l'a dit Karine tout à l'heure, les questions auxquelles on n'aura pas eu de réponses, on va les apporter. On n'a plus assez de temps, il y a beaucoup d'autres questions. Je voudrais, Karine, si tu peux dire quelque chose sur l'oxygénothérapie comme dans l'arsenal thérapeutique,
avant de préciser encore parce qu'il y a encore beaucoup de questions sur la chloroquine, pourquoi elle continue d'être utilisée en Afrique. Par exemple, au Cameroun, on a arrêté, le conseil scientifique a arrêté l'utilisation. On a suivi qu'au Sénégal, ça reste, le professeur Seydi disait qu'il continue à l'utiliser. Donc, il y a beaucoup de questions sur ça. Donc, sur oxygénothérapie et un point sur la chloroquine pour clôturer cette présentation. Alors oui, un point extrêmement important, parce que malheureusement, je n'avais pas le temps de l'aborder en détail, mais je vous ai parlé de la dexaméthasone qui a changé la donne, mais j'aurais dû aussi vous faire un point sur les traitements de support, ce qu'on appelle les traitements de support, c'est-à-dire l'anticoagulation, mais également l'oxygénothérapie. Et ce sont deux éléments extrêmement importants qui ont permis également d'avoir un impact sur la morbimortalité. Quant à l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans plusieurs pays d'Afrique, donc on voit que petit à petit, de plus en plus de pays se désengagent de l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Ceux qui continuent à utiliser l'hydroxychloroquine, je pense qu'il faut… je ne peux pas répondre moi à cette question-là. On a maintenant des données scientifiques, evidence-based medicine, qui montrent que l'hydroxychloroquine ne marche pas et dans certains contextes peut même être délétère, en particulier quand associé à l'azithromycine. Donc après, pourquoi certains pays font fi de l'evidence-based medicine, ça, je ne peux pas répondre. Je pense que voilà, c'est à reprendre au niveau de chaque pays. Et par exemple, le Cameroun a bien montré la voie. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous aurez les réponses à votre question. Merci, Karine. Donc, je vais passer la parole à… Je crois que je vais garder la parole parce que j'ai encore l'honneur de présenter la prochaine intervenante. C'est le professeur Luis Fortes du Sénégal. Elle est docteur en médecine et professeur titulaire en maladies infectieuses, infectiologue et épidémiologiste, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle participe à de nombreux projets de recherche portant sur l'infection à VIH, le cancer du col de l'utérus chez les patients VIH, les hépatites virales, la tuberculose usagée de drogue. Professeure Fortes est également coordinatrice du centre de traitement COVID-19 de l'hôpital d'Allah Jamp au Sénégal. Professeur, vous avez la parole pour votre présentation. Merci, docteur Charles. Je dis bonjour à tous les participants. Je pense que sans plus tarder, on va lancer le quiz. Vous avez en face de vous les trois questions, donc le même principe. La première question, c'est les facteurs de vulnérabilité dans la riposte à l'infection à COVID-19 sont, à votre avis, c'est la surpopulation, ce sont les capacités de laboratoire qui sont limitées, la dépendance à l'égard des médicaments et des produits pharmaceutiques importés, l'acquisition, l'expérience acquise dans la gestion de l'épidémie à Ebola, les économies faibles, incapables de supporter les coûts de la santé et du confinement. Pour la seconde question, c'est parmi les points forts de la riposte à COVID-19 en Afrique, nous pouvons citer une bonne coordination régionale dans la riposte à COVID-19, le renforcement des capacités de surveillance, l'amélioration des capacités de laboratoire, l'initiative COVAX et le fort taux de testing dans la population. Et la dernière question, c'est quels sont les défis qui restent à relever pour l'Afrique pour la lutte contre la COVID-19? La prise en charge des cas graves, le maintien de l'offre de services de soins essentiels, le renforcement du système de surveillance, le suivi de la mutation du virus et le maintien des mesures de santé publique et sociale pour la prévention. Donc, la première question, les facteurs de vulnérabilité. La deuxième question sur les points forts de la riposte à COVID-19. Et la troisième question, à votre avis, quels sont les défis qui restent à relever, en tout cas pour la lutte contre la COVID-19 en Afrique? On va laisser passer juste 30 secondes pour vous laisser le temps de répondre. Et on va afficher dans 30 secondes le sondage.
C'est bon, je pense qu'on peut afficher le sondage. Merci. Donc, les facteurs de vulnérabilité, à votre avis, la surpopulation n'est pas un facteur. Une surpopulation, quand même, vous êtes d'accord avec moi, 37% de réponses va être responsable, en tout cas de la dissémination, va augmenter la propagation de la maladie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les capacités laboratoires limitées, sur la dépendance également, sur les produits pharmaceutiques que nous verrons tout à l'heure. Bien évidemment, l'expérience acquise dans la gestion de l'épidémie à Ebola en tout cas, n'est pas un facteur de vulnérabilité. Et nous sommes d'accord également que les économies faibles qui sont incapables de supporter les coûts de santé et de confinement. Parmi les points forts, voilà, on est en parfaite adéquation, donc une bonne coordination, on a renforcé notre capacité de surveillance, on a amélioré les capacités de laboratoire, l'initiative COVAX quand même qui est à saluer, et je suis d'accord avec vous, le fort testing, non, pas du tout, on n'avait pas du tout un bon fort testing, en tout cas le testing reste à améliorer. Et les défis à relever, donc la prise en charge, le maintien des soins, le renforcement de la surveillance, le suivi des mutants et également le maintien des mesures de prévention. Donc, globalement, en tout cas, nous sommes en accord. Je suis en accord avec vous par rapport aux différentes réponses et je vous apporterai d'autres précisions dans ma présentation. Merci. Donc là, je vais à présent partager mon écran. Donc, ma présentation portera sur la riposte à la pandémie à COVID-19 au Sud. Et pour ce faire, après une première introduction, je décrirai l'épidémiologie de la COVID-19 en Afrique, la réponse face à la COVID-19, comment elle s'est organisée. Et avant de conclure, je parlerai un peu de l'expérience sénégalaise. Donc, une épidémie qui est toujours en progression, une pandémie, disons plutôt, avec 162 millions de cas et 3 374 000 décès. La gestion de l'épidémie, de la pandémie à COVID-19 en Afrique représente vraiment un autre défi parmi tant d'autres. Comme nous pouvons le voir sur le Weekly Outbreak du dernier bulletin de l'OMS, déjà l'Afrique est en train de prendre en charge déjà 115 épidémies. Et vraiment, la catastrophe était attendue en ce qui concerne l'Afrique parce que l'Afrique a des particularités. Déjà, nous gérons des épidémies, des endémies, la tuberculose, le paludisme, la pauvreté, mais également la fragilité du système sanitaire. Et comme vous l'avez retrouvé, comme vous l'avez répondu tout à l'heure, hein, les facteurs de vulnérabilité, donc pour vous, vraiment le fort important taux de personnes qui vivent dans des bidonvilles, qui parfois peut atteindre 92%, constitue un facteur de vulnérabilité. Nous avons également l'accès à l'eau donc qui pose aux moyens de lavage des mains, donc parfois inexistants dans 36% des cas. Nous avons également des capacités en lits d'hôpital pour 1000 habitants qui sont limitées. On est à 1,8 lits d'hôpital pour 1000 habitants. Et comme vous l'avez dit, 95% en tout cas des produits médicaux et des produits pharmaceutiques qui sont utilisés en Afrique, ce sont des produits qui sont importés. Finalement, la catastrophe était attendue en Afrique, mais finalement, l'Afrique épargne, en tout cas épargnée par le tsunami qui était annoncé. Donc, l'Afrique reste l'avant-dernière région à être touchée, mais néanmoins, il ne faut pas crier, en tout cas, au triomphalisme. Quand on regarde bien, l'évolution quand même a été rapide, hein, même si le nombre de cas attendus est moindre, l'évolution de la pandémie a été rapide en Afrique parce que le premier cas a été notifié le 25 février 2020 et entre le 8 mars et le 21 mars, 56% déjà des pays étaient touchés. Et lorsqu'on regarde par rapport à la seconde vague, la première vague a été enregistrée en juillet, en janvier, la seconde vague. Au 31 décembre, déjà 73% des pays connaissaient déjà donc une seconde vague.
Sur le site de l'African CDC, donc, qui prend en compte en fait toutes les régions de l'Afrique, on est à 4 691 000 cas avec 126 000 décès. Et ceci représente, en ce qui concerne le nombre de cas, 3% de la charge mondiale. Cette répartition, elle est inégale en fonction des différentes régions. Donc, nous avons les régions du sud qui vont occuper en tout cas la première place. Donc, au sud, 41%. Ensuite, nous avons 32% pour les régions qui sont situées, les pays qui sont situés au niveau de l'Afrique du Nord. Et cet article, en tout cas, qui fait le point, finalement, la répartition, elle est très inégale avec 80% des cas qui sont notifiés par 9 régions. Donc, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, c'est la Tunisie. Il est vrai qu'on a tendance à dire que oui, la létalité, elle est faible au niveau de l'Afrique. Mais quand on regarde la létalité au niveau mondial, on est à 2,1% et l'Afrique, on est à 2,7%, avec dans certains pays une létalité qui est 2 à 3 fois supérieure à la moyenne mondiale. Si on prend l'exemple du Soudan, on est à 5% de mortalité. L'Égypte, on est à 6%. La Somalie, on est à 5%. Le Zimbabwe, donc des létalités quand même pour certains pays qui sont élevées. En ce qui concerne les variants, donc la distribution, donc à partir donc de l'Europe, aujourd'hui 24 pays, si on peut s'exprimer ainsi, le variant anglais. À partir de l'Afrique du Sud, on est également à 24 pays. Mais il faut dire que ce qui nous inquiète, en tout cas aujourd'hui, ce qui nous inquiète plus, c'est le variant, en tout cas indien, qui arrive en Afrique, donc qui est une préoccupation majeure, déjà à 9 pays qui sont touchés. Finalement, l'Afrique, comment l'Afrique a fait pour faire face à cette épidémie à COVID-19? Quand on parle de riposte, cela fait appel à plusieurs domaines. Tout d'abord, la coordination, la surveillance, la prise en charge des cas qui a vraiment été bien étayée par le professeur Karine Lacombe. Nous avons la mobilisation des ressources, mais également la communication sur le risque et l'engagement communautaire dont nous allons passer en revue quelques aspects de cette riposte-là. Et dès le début, quand l'épidémie a commencé, en tout cas, on voit le directeur, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique qui s'inquiétait en disant que l'OMS constate qu'il existe de grandes lacunes dans l'état de préparation des pays du continent et qu'il était urgent qu'on puisse renforcer les capacités du pays à enquêter sur les alertes, à traiter les patients, mais également à mettre en place une lutte anti-infectieuse. Et sur le tableau tout à fait en bas, vous voyez tout ce qui est en rouge. En fait, ça montrait finalement que notre niveau de préparation en ce qui concerne le développement humain, le système de santé, était faible en dehors de la connectivité. Et ma présentation, je me suis vraiment essentiellement basée sur 2 documents qui ont été publiés par l'Organisation mondiale de la santé, qui revient un peu sur la riposte à COVID-19 dans les régions en Afrique entre février et juillet, mais ensuite un update qui a été fait pour février et décembre 2020. Vraiment, le premier aspect de cette coordination en ce qui concerne l'Afrique, c'est la coordination. Avant même que les cas n'arrivent, l'Organisation mondiale de la santé, CDC Afrique, l'Union africaine, les partenaires, les gouvernements ont commencé à se réunir et à réfléchir comment faire face à cette pandémie. Une collaboration sud-sud, nord-sud. Les pays ont commencé à rédiger des plans nationaux de préparation et de riposte. Il y a eu organisation de réunions de coordination à Dakar et au Kenya dès le début. Et on a mis en place un groupe de travail sur le coronavirus qui s'appelle la AFT-COR et également APORA, qui est un groupe de partenaires pour les financements. Et finalement, l'état de préparation au niveau régional, en février 2020, on était à 66% et en juin, on était déjà à 80%. Et j'aime bien vraiment cette phrase du directeur général de l'OMS qui disait que la pandémie COVID-19 est une épreuve de solidarité mondiale et de leadership et que le virus se nourrit de la division, mais il est contrarié lorsque nous nous unissons. Donc, en plus de cette coordination, quand même, l'Afrique a bénéficié d'un appui, aussi bien d'un appui financier, mais également d'un appui logistique, aussi bien la
Banque africaine de développement, l'Union européenne, la Banque mondiale. Donc, nous avons bénéficié d'un appui financier, mais également logistique. Donc, des cargaisons sont venues en Afrique et on a expédié aussi bien des kits de dépistage, des prélèvements des kits de prélèvement, des réactifs de laboratoire, des concentrateurs d'oxygène, mais également tout le matériel, le matériel nécessaire pour la protection, les gants, les EPI et autres. Par contre, il faut quand même remarquer que malgré l'appui en ce qui concerne le financement, en juillet 2020, le déficit, en tout cas de financement, était de 49%. Donc, on avait un déficit de 222. On avait un déficit de 49%. On ne peut pas parler de riposte à COVID-19 ou d'épidémie sans le renforcement de la capacité de la surveillance. Parce qu'une surveillance va permettre de suivre la dynamique d'une épidémie à temps réel et va permettre également d'aider à la prise de décision. Donc, au niveau des pays, on a mis en place des technologies numériques parmi lesquelles je peux citer GoData, Outbreak Toolkit, donc qui ont été mis en place au niveau des pays. Et ensuite, il y a eu une formation de plus de 900 épidémiologistes, agents de surveillance et responsables de la santé publique pour la surveillance de la COVID-19, pour la recherche des cas contacts, pour le système de gestion d'alerte de la COVID-19. Et ça, c'était le point entre février et juillet 2020. Le renforcement des capacités, on ne peut pas parler de surveillance. On ne peut pas parler de surveillance sans parler de laboratoire. Donc, il a fallu renforcer les capacités de laboratoire et en février 2020, l'Afrique, il n'y avait que 5 labos qui étaient capables, en tout cas, de faire le diagnostic. C'était l'Algérie, c'était le Sénégal, le Nigeria, Cameroun et Afrique du Sud. Et grâce aux différentes formations qui ont été réalisées, déjà en juillet 2020, 47 pays, en tout cas de la région africaine, étaient capables de faire le diagnostic de l'infection à COVID-19. Et par la suite, on a mis en place une plateforme COVID-19 et un réseau de laboratoires pour le séquençage du génome COVID-19 et des agents émergents, ce qui est d'actualité avec l'émergence des différents variants. En ce qui concerne le management des cas, donc entre février et juillet, donc on a eu une acquisition, on a augmenté le nombre de centrales en oxygène de 68 à 101. Le nombre de concentrateurs d'oxygène également a doublé. Les lits pour prendre en charge aussi bien les formes graves et les formes critiques a triplé. On est passé de 13 000 à 43 000. Des médecins et des infirmiers ont été formés à la prise en charge. Je pense que sur cette image, vous connaissez très bien parce que quand on parle de prévention et de contrôle de l'infection, donc il a fallu fabriquer des systèmes de distribution de solutions hydroalcooliques, mais également des systèmes de lavage des mains pour vraiment renforcer la lutte anti-infectieuse dans ce contexte de COVID-19. Très tôt, les pays africains également ont mis en place des mesures pour pouvoir lutter contre la propagation d'importation de la COVID-19 en fermant les frontières, en détectant des cas suspects, en rédigeant des recommandations pour les aéroports et les ports maritimes internationaux et en installant également des systèmes d'évaluation sanitaire rapide et d'isolement et de prise en charge des voyageurs. Vraiment, si je devais résumer, c'est-à-dire dès le début, on a analysé la situation, on a anticipé la riposte grâce en tout cas à cette coordination. Toutefois, il faut le reconnaître que l'Afrique a été confrontée à un certain nombre de difficultés avec une riposte qui était inégale en fonction des pays. Une expertise pour certains pays déjà acquise avec une expertise acquise avec les épidémies précédentes, notamment Ebola. L'engagement des gouvernements, ça dépend, ça a varié. Et à la fin, on a eu un problème quand même dans l'adhésion de la population aux mesures préventives. Finalement, on a échappé au tsunami, mais à mon humble avis, l'Afrique, quand même, l'épidémie est sous-estimée. Un faible taux de testing, c'est vrai qu'on est à 45 millions de tests réalisés, mais il y a eu un problème par rapport à la disponibilité parfois des kits, des pénuries en EPI, en matériel. Et ceci pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, 95% sont des produits qui sont importés, donc une forte dépendance. Tout le monde en avait besoin, l'Europe, l'Amérique, la Chine. Donc, c'est difficile. Quand j'en ai besoin, c'est difficile d'en exporter. Ensuite, un retard dans
l'obtention des résultats, une modification des stratégies de testing. Et à mon humble avis, les tests antigéniques restent encore peu disponibles. Et si on peut regarder sur cet article qui a été publié, en tout cas, le niveau de testing des pays africains nettement inférieur aux pays européens et également à l'Amérique, donc ce qui conduit vraisemblablement à une sous-estimation du nombre de cas, et du nombre de décès. Le séquençage, il est vrai qu'aujourd'hui, il existe une plateforme avec le site JC, mais cette surveillance doit être renforcée, surtout dans ce contexte de variants. Il existe une plateforme et lorsqu'on regarde les pays, donc vraiment l'Afrique du Sud est en première ligne avec plus de 5000 séquences qui ont été déposées. Par contre, en ce qui concerne le Nigeria, le Kenya, le Sénégal, Zimbabwe, 300, 500 et d'autres pays n'ont pas déposé. Donc aujourd'hui, il est important qu'on puisse en tout cas renforcer ces capacités de surveillance. La prise en charge des cas, il est vrai qu'on a augmenté le nombre de lits, on a augmenté les concentrateurs en oxygène, mais on s'est retrouvé, surtout lors de la seconde vague, à une tension au niveau des lits pour la prise en charge des formes graves. Et cet article, en tout cas qui était sorti, qui faisait un peu la comparaison entre, en cas de pic épidémique, les formes sévères, est-ce qu'on aurait suffisamment de lits? Et finalement, dans cet article, il montrait que 62% des pays n'auraient pas suffisamment de lits si 100% des formes sévères étaient hospitalisées et 71% n'avaient pas suffisamment d'unités de lits en soins intensifs si uniquement 30% des formes sévères étaient admises. Une insuffisance en personnel soignant, peut-être ça ce n'est pas uniquement spécifique à l'Afrique, une surcharge de travail, une infection du personnel médical, une insuffisance en matériel de protection et des protocoles thérapeutiques multiples qui parfois dans certains pays, malgré que des essais cliniques ont montré que certaines molécules n'étaient pas efficaces, on continuait toujours à les utiliser. Lors de la première présentation, une question a été posée sur les essais cliniques en Afrique. Il est vrai que c'est beaucoup plus des pays anglophones, hein, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, qui ont participé à des études qui portaient beaucoup plus sur l'hydroxychloroquine, ivermectine, mais également aujourd'hui au niveau du Sénégal, on est en train de mener également un essai clinique qui s'appelle le SENCOV-FET, donc qui évalue hydroxychloroquine, azithromycine, mais avec un troisième bras où on a inclus en tout cas le nafamostat. Difficultés aujourd'hui dans l'application des mesures de santé publique et sociale. Très tôt, les pays africains, on a commencé à mettre en place des mesures, couvre-feu, interdiction d'événements, arrêt de transport public, interdiction des rassemblements, fermeture des frontières. Et quand on regarde, en avril 2020, 86% des pays avaient appliqué au moins 5 mesures. Alors qu'en décembre, où on était en plein second pic, on constate que seulement 72% des pays avaient appliqué certaines mesures. Et malgré parfois il était beaucoup plus difficile pour les pays maintenant de mettre en place certaines mesures, si on prend, parce que du fait de l'impact économique, l'aberrance de certaines mesures, il y en a qui vous disent, bon, vous faites un couvre-feu, mais durant la journée, nous sommes tous entassés dans les moyens de transport, nous sommes entassés dans les marchés. Vous parlez de télétravail, ce n'est pas possible en Afrique parce que 60% c'est un secteur informel. Et ensuite, la population, quand même, il y a eu des manifestations, la population qui commençait à se rébeller quand, par exemple, on disait qu'il y avait des couvre-feux ou bien interdiction de certains événements. L'initiative COVAX, donc, qui est vraiment une collaboration mondiale novatrice pour un accès mondial équitable et plusieurs pays, 49 des 55 pays États membres de l'Union africaine ont commencé la vaccination. Plus de 23 millions de doses ont été administrées et 17 millions ont reçu au moins une dose. Mais il faut juste dire qu'en fait, cela représente que 2% de nos besoins, parce que nos besoins sont de 1,5 milliard et pour atteindre au moins 60% de sujets vaccinés. C'est pour ça, je pense qu'on l'a très bien compris en se disant que finalement, l'initiative COVAX, c'est très bien, mais aujourd'hui, on devrait en tout cas se servir de cette opportunité pour pouvoir booster la production locale de vaccins. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 6 pays, en tout cas, où il y a des
possibilité de production de vaccins. Et African Union et African CDC ont lancé vraiment un partnership pour African Vaccine pour vraiment fabriquer aujourd'hui des vaccins, pour que l'Afrique puisse être autonome avec comme objectif d'ici 2040 que 60% en tout cas de nos besoins en vaccins soient fabriqués en Afrique. Mais nous sommes tous d'accord qu'il existe encore des obstacles, en tout cas des obstacles qu'il faudra franchir pour pouvoir, mais il y a en tout cas l'engagement des gouvernements pour pouvoir en tout cas booster cette production locale. Juste avant de terminer, l'expérience sénégalaise, le Sénégal qui se trouve en Afrique de l'Ouest, on est à 48 000. L'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, c'est le 4e pays le plus touché, 48 000 cas. Une épidémie qui se concentre surtout au niveau de la capitale, une transmission essentiellement communautaire, comme c'est noté dans les autres pays d'Afrique. En ce qui concerne la gestion de l'épidémie, nous avons ce qu'on appelle le Comité national de gestion des épidémies. Et avant même que les premiers cas n'apparaissent, le 6 janvier, on a eu une réunion extraordinaire du CNGE. Et enfin, on a sur le plan opérationnel ce qu'on appelle le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Il faut savoir que ce Centre des opérations d'urgence sanitaire a été érigé au Sénégal après l'épidémie à Ebola. Donc, comme les autres pays, nous avons eu 2 vagues, une seconde vague qui était beaucoup plus meurtrière, beaucoup plus de cas, beaucoup plus de décès. Il faut dire qu'en fait, vraiment, au cours de cette épidémie, on a changé plusieurs fois de stratégie. Il a fallu ouvrir des CTE, il a fallu, après la prise en charge hospitalière, hospitaliser des patients dans des hôtels pour pouvoir endiguer l'épidémie. Donc, ça, c'était la prise en charge extra-hospitalière. On a levé le couvre-feu, ce que je disais tantôt, malgré qu'en juin, on était en plein pic épidémique. Le 29 juin, on a dû lever le couvre-feu avec la pression au niveau social. On a ouvert des CTE. Le 9 juillet, on a commencé la prise en charge à domicile parce qu'il y avait une augmentation du nombre de cas. Et ensuite, on a fermé certains CTE et il a fallu les réouvrir et ensuite pouvoir gérer en tout cas cet afflux de patients qui était grave. Et la vaccination a commencé le 23 février. La prise en charge, finalement, le nombre de centres de traitement, on est passé de 1 centre de traitement à 36, les capacités en lit de 12 à 511 avec 286 en oxygène, les lits de réanimation pour la seconde phase, on était à 86 lits, on est passé aussi bien de la prise en charge hospitalière, prise en charge extra-hospitalière, prise en charge à domicile. Il a fallu équiper les centres de santé en oxygène pour pouvoir, en tout cas, prendre en charge les formes sévères. Si je devais résumer vraiment les défis qui restent, c'est la prise en charge des formes graves, la prise en charge des cas suspects, améliorer la qualité de la prise en charge à domicile, l'épuisement du personnel, améliorer le suivi de la mutation des virus au niveau du laboratoire, le respect également des mesures barrières. On a fait également face à une stigmatisation où des patients même refusaient parfois d'aller dans les structures sanitaires et également l'adhésion à la vaccination. Pour conclure, je dirais que la réponse de l'Afrique était précoce et coordonnée avec un appui. Nous avons bénéficié quand même d'un appui technique, logistique et financier. En cas de résurgence, en troisième vague, vraiment, il nous faut plus que jamais améliorer nos systèmes de surveillance, prendre en charge, vraiment réfléchir dans la prise en charge, anticiper dans la prise en charge des formes graves, assurer un suivi des variants, mais également booster la vaccination. Et à mon avis, l'épidémie à COVID-19 est une autre opportunité de plus pour l'Afrique pour pouvoir améliorer son système de santé. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Louise, pour cette présentation vraiment très complète. Et on a pas mal de questions dans le chat. Donc, je vais essayer de les prendre les unes après les autres. On a un petit peu de temps. Alors, quels sont les déterminants de santé qui, à tes yeux, expliquent le faible nombre de cas en Afrique par rapport aux autres continents? Les déterminants de santé, je pense que déjà, c'était nettement l'âge, hein, les déterminants de santé. Donc, l'Afrique, contrairement aux autres pays, le pourcentage de sujets âgés est beaucoup plus faible et on sait que les formes sévères surviennent beaucoup plus chez les sujets âgés. Donc, on n'a pas de sujets également âgés en institution, ce qui n'existe pas en Afrique. Donc, ce qui explique vraiment, en tout cas, les déterminants de santé, c'est ça.
Maintenant, il y a d'autres déterminants sur le plan climatique. On a vu qu'il existait une corrélation entre l'humidité, entre les basses températures et l'augmentation du nombre de cas de COVID-19. Pour rappel, hein, le virus est à son top de multiplication quand il est dans une atmosphère aux alentours de 8 degrés. Donc effectivement, on peut supposer que c'est une température qui est rarement atteinte, en tout cas en Afrique subsaharienne. Alors effectivement, quelqu'un te demande si le climat et le fait que les gens passent plus de temps dehors pourraient aider à expliquer qu'il y ait moins de cas. Oui, je pense que le climat, comme vous venez de le répondre, oui. Maintenant, le fait que les gens passent plus de temps dehors, ils peuvent passer le plus de temps dehors, mais s'ils sont également toujours en promiscuité, cela va favoriser également la dissémination de la maladie. Mais je pense, voilà, le facteur climatique est un facteur non négligeable. Alors, on te demande également si tu as connaissance des résultats des études menées au Sénégal sur l'hydroxychloroquine. Les études sont toujours en cours, donc les résultats ne sont pas encore disponibles. Il faut dire, voilà, au Sénégal, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on utilise toujours l'hydroxychloroquine dans la prise en charge de nos patients, avec parfois quand même certaines restrictions pour certains patients qui ont des formes sévères ou bien qui ont des atteintes, qui ont des complications au niveau cardiaque. Et comment est-ce que l'Afrique a fait face à la désinformation et à on a appelé l'infodémie, c'est-à-dire l'épidémie de fake news? Oui, ça c'est très, très compliqué parce que je pense que faire face, c'était déjà le système, la communication pour le renforcement de comportement. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup développé tout cet aspect communautaire, l'engagement communautaire au niveau de la population, donc les relais communautaires qui vont en tout cas essayer au maximum de pouvoir lutter contre en tout cas ces fake news qui posaient un réel problème aussi bien dans la prise en charge des patients, aussi bien dans l'adhésion de la vaccination, même dans l'hospitalisation des patients, des formes sévères, des patients graves qui ne voulaient pas venir dans les structures sanitaires. Et je pense que pour cela, une bonne communication des politiques, mais parfois je pense que l'expérience, les politiques ne sont pas les plus écoutés parfois en pleine épidémie. Et c'est là le rôle des qui sont vraiment, il faut vraiment garder toute la crédibilité du scientifique, c'est-à-dire que le scientifique puisse parfois, pour certaines questions, apporter des réponses, ce qui rassure beaucoup plus la population où en Afrique, on a l'impression que tout est politique. Et deux questions sur la prise en charge proprement dite de la COVID-19. La problématique de la surinfection bactérienne et l'utilisation excessive, voire abusive des antibiotiques en période aiguë. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on constate, beaucoup de prescriptions d'azithromycine, alors que normalement, bon, cette surinfection bactérienne, elle n'est pas systématique. Même quand on fait un bilan, même si la CRP est élevée, cela ne veut pas pour autant dire qu'il y a une infection qui est associée. Peut-être ce qui manque également dans notre contexte en routine, peut-être parfois pour faire la différence, est-ce qu'il y a une surinfection ou pas, même si la CRP est élevée, c'est la disponibilité des autres marqueurs beaucoup plus fiables de l'infection, notamment la PCR, la PCT, dont on ne dispose pas parfois en routine. Mais je pense qu'après cette infection à COVID-19, il va y avoir véritablement une augmentation de la résistance. En tout cas, ce qu'il faut craindre, une augmentation de la résistance aux antimicrobiens, aux antibiotiques, l'azithromycine, l'association amoxicilline, acide clavulanique parfois, qui est peut-être trop utilisée à tort. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on commence à avoir des études assez consistantes sur la modification de l'écologie bactérienne environnementale avec une augmentation des résistances, et en particulier dans les contextes d'utilisation de l'azithromycine. Donc vraiment, il faut bien retenir qu'il n'y a aucune indication à utiliser des antibiotiques dans la prise en charge standard de la COVID-19 en dehors de certains patients pour lesquels on peut mettre en évidence un foyer qui ressemblerait à une pneumonie bactérienne, principalement sur l'aspect clinique, voire radiographique. Mais en tout cas, ça reste un événement très rare hors réanimation.
Est-ce que tu as remarqué une vulnérabilité particulière des PV-VIH par rapport à la COVID-19? En tout cas, pour ma cohorte de patients hospitalisés, sur une patient, on avait une cohorte de 2500 patients admis au CTE de Dalal Jamm. On a hospitalisé 8 personnes qui étaient infectées par le VIH, mais ils ont globalement bien évolué, sauf pour les patients qui la découverte de l'infection à VIH était concomitante à l'infection à COVID-19. Donc, quand c'est un patient naïf qui n'est pas sous traitement antirétroviral, qui arrive à un stade avancé de l'infection à VIH, finalement, les patients sont quand même décédés. Et une question par rapport à la prise en charge à domicile. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir de la prise en charge de la COVID-19 ou tu penses que c'est uniquement pour régler le problème d'insuffisance de lits d'hospitalisation? Oui, cette prise en charge à domicile, elle a débuté au Sénégal en juillet parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait trop de patients. Mais après, lors de la seconde vague, vraiment, il a fallu revenir encore sur cette prise en charge à domicile en redéfinissant un algorithme vraiment décisionnel clair de quels sont les patients qui doivent aller à domicile, quels sont les éléments de surveillance, quels sont les signes d'alerte. Parce que je pense que la surveillance la prise en charge à domicile, oui, mais ça doit être une prise en charge à domicile qui doit être encadrée et faire une bonne sélection des patients qui doivent faire en tout cas cette prise en charge à domicile. Et vraiment, on s'est amélioré. Au départ, première vague, on ne pouvait pas imaginer qu'un sujet âgé puisse en tout cas être suivi à domicile. Et lors de la seconde vague, avec la définition de ces différents critères, de cet algorithme, de ces différents algorithmes clairs, même un sujet âgé pouvait rester à domicile. Est-ce que tu as une idée des études qui ont été menées en République démocratique du Congo, qui a une certaine expérience des épidémies comme Ebola? En tout cas, dans ma recherche, j'ai vu qu'en fait, ils ont valorisé surtout l'engagement communautaire, surtout en tout cas l'expérience acquise dans tout ce qui concerne la réduction des risques, l'approche au niveau communautaire, le déploiement des relais communautaires pour la sensibilisation, pour la prévention. Oui, en tout cas, ce que j'ai pu lire voilà, dans les différents articles, j'ai vu cela. Et un des auditeurs a le sentiment que l'artémisine, en tout cas, a été utilisée au Sénégal dans des essais pour traiter le Covid. Artémisia. Non, l'artémisia, pas à ta connaissance. On ne l'a pas utilisée au Sénégal. D'accord, très bien. Alors, une petite question sur la durée de l'immunité naturelle post-Covid. D'immunité naturelle post-Covid, c'est vrai que dans les différents articles, on disait 6, 8 mois. Sauf erreur de ma part, aujourd'hui, on parlerait même de 12 mois. Ok. Très bien. Mais écoute, je vois que les questions se sont épuisées. Alors, peut-être une toute dernière de ton expérience dans le suivi des cas contacts dans le contexte africain. Parce que, par exemple, je fais la comparaison avec la France où on a voulu mettre en place une stratégie tester, isoler, tester, dépister, isoler, tracer, etc., etc., avec des triptyques d'actions qui ont évolué dans l'année et de toute façon, constamment une grande difficulté à suivre ces triptyques de prévention, surtout parce qu'à un moment donné, on a été débordé par le nombre de cas. Donc, est-ce que vous avez une politique identique d'isoler, tracer les personnes contacts? Oui, je pense qu'au Sénégal, par rapport au contact, au départ, quand l'épidémie a commencé, on testait tous les contacts et même on est allé jusqu'à confiner les contacts et les isoler dans des hôtels. Un peu partout, franchement, pour maîtriser l'épidémie. Au départ, on testait les contacts au début et ensuite on a commencé à les tester au début et à la fin et à les confiner dans des hôtels. Mais après, avec l'augmentation exponentielle du nombre de cas, on n'arrivait plus à suivre. Et aujourd'hui, la stratégie, on ne teste même plus tous les contacts. On ne teste que les contacts sujets âgés qui ont des comorbidités et les contacts qui ont des symptômes.
Bien, bah, écoute, merci beaucoup Louise. Et je vais passer la main à Charles pour le mot de la fin. À toi Charles. Merci Karine. Gilles et Nathan peuvent remettre leur caméra. Oui, merci. Merci à tous les participants. Je vois qu'il y a eu environ 80 personnes qui étaient connectées. Je crois que c'est une des activités très importantes de la FRAVH. Ma qualité de secrétaire général adjoint, je pense que c'est quelque chose à partir de ces deux modules qui a réussi. Parce que quand on regarde le deuxième module, on avait 322 inscrits, mais il y a 83 personnes qui sont connectées. Je voudrais rappeler, comme l'a dit Karine, les présentations vont rester disponibles. Vous pouvez continuer à accéder à ces présentations. Si je ne me trompe pas, on a décidé que ces présentations pouvaient être encore accessibles pendant 3 mois ou un peu plus pour les participants. Donc, c'est juste. Plusieurs mois après la présentation, tout à fait. Très bien. Donc, je remercie tous les panélistes et surtout les présentateurs. Nathan a mis un point sur la difficulté de faire la recherche en période Covid en montrant un peu les exemples et surtout, il a précisé qu'il faut éviter urgence et précipitation parce qu'on a vu beaucoup d'études qui ont été les premiers à dire « Ah, on a trouvé le médicament » et ainsi de suite, mais qui à la fin, on s'est rendu compte que qu'il faut vraiment des études randomisées comme l'étude Recovery et Solidarity. Ces deux études qui ont montré que les autres traitements comme l'hydroxychloroquine, Remdesivir et autres n'apportaient rien chez les patients. Et surtout, ce qu'il a vraiment insisté sur la collaboration, la solidarité internationale pour ceux dans le cas des pandémies. Et également, il a évoqué le problème d'avoir des innovations en période pandémie. Mais un point essentiel qu'il a évoqué, c'est également respecter la réglementation et prendre en compte le fait qu'on est dans l'urgence pour répondre, parce qu'on a vu, par exemple, dans certains pays, ou même au Cameroun, ou en période de Covid, pour faire passer un protocole au comité d'éthique, il fallait respecter les 2 mois, 4 mois, etc. Donc, si vraiment la réglementation pouvait s'adapter aussi également à l'urgence pandémique, ce qu'il a sollicité. Et il est revenu sur le fait également qu'il y a malheureusement beaucoup d'études sur l'hydroxychloroquine, alors qu'il y avait beaucoup d'autres choses à évaluer, près de 50% des études. Et Karine est revenue sur ces traitements qui ont marché, sur la connaissance de l'agent, tout ce qu'il faut faire en période pandémie. Également, elle a mis le doigt sur ces traitements qui ne marchent pas et sur ce qui a surtout marché, la corticothérapie qui a marché, mais les participants ont permis d'éclaircir sur l'utilisation de traitements et en présent des comorbidités, la réponse des patients immunodéprimés par rapport au traitement et par rapport au vaccin. Et elle a également fait le point sur les vaccins qui ont marché, qui sont utilisés aujourd'hui, qui sont reconnus. Et surtout, l'un des points, c'est le vaccin Sputnik qui est utilisé dans près de 56 pays, mais qu'on n'a pas encore la validation de ce vaccin. Mais professeur Luis Fortes nous a vraiment éclairci sur la riposte en Afrique. C'est une riposte qui a été rapide. Et je dois dire que cette riposte a été aussi rapide parce que les pays étaient préparés au moment d'Ebola. Les gens attendaient Ebola. Et dès qu'on a parlé de COVID-19, les gens ont utilisé le système Ebola pour répondre à COVID. On a vu des pays où les patients, les médecins étaient habillés comme pendant Ebola avant de voir les patients, l'isolement des patients. Vous avez parlé des patients qui étaient isolés, même dans les hôtels, les contacts qui étaient isolés parce que les gens avaient encore en tête l'histoire d'Ebola. Mais ce qui a été très important, c'était la riposte de l'Afrique. Il faut reconnaître que, vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, la catastrophe qu'on attendait à l'Afrique, on ne l'a pas eue, mais l'épidémie est sous-estimée en Afrique.
on a quand même 2,7% de létalité par rapport aux autres dans le pays du monde. On est à 2,1, comme on l'avait dit. Il y a des pays d'Afrique, comme le Soudan, on l'avait souligné, où on a un taux de létalité de près de 5%, avec l'Égypte à 6%. Et je suis tout à fait d'accord que c'est sous-estimé. Je dois dire que l'un des points du fait que c'est sous-estimé, c'est que l'Afrique est très rattachée à son corps. Les gens ont peur de mourir à l'hôpital de Covid et de ne pas avoir accès à leur corps, comme ça se faisait où on refusait que les gens aient accès au corps. C'est aussi une des raisons où quand les gens savent qu'ils ont Covid, ils évitent l'hôpital et par conséquent, ces cas ne sont pas répertoriés. Et je suis moi-même très ravi d'avoir suivi toutes ces présentations. Je veux dire que j'ai beaucoup appris personnellement et j'espère que les participants ont aussi appris comme moi par rapport à ce qui a été dit par rapport à Covid. Je vais remercier encore tous les présentateurs, Nathan, Karine Lacombe, Louise Fortes, et remercier toute l'équipe qui est derrière, qui a permis que ce deuxième module se passe sans quoi. Tout s'est bien passé. Chaque présentation s'est bien passée et je suis très content d'avoir participé à ce module. Merci à vous tous et je souhaite qu'il y aura beaucoup de personnes, ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, pour avoir accès à ces présentations en ligne. Merci